Bonsoir à toutes et tous, salut Lilistoff, salut Nawal, salut Wouzid, salut Célibataire, Kaderou Pseudo, salut Kyle, salut Ishtar, salut Glabou, salut Julo, salut Sergio, salut Adadi, salut Super Pampi, salut I'm Groot, you too, ou you, salut, bienvenue aux nouvelles têtes, salut à celles qu'on connaît bien, salut aussi à celles qu'on connaît peu et qu'on a plaisir à rencontrer, donc c'est pour ces 2 bonnes heures de stream ensemble, 2 heures pendant lesquelles vous posez vos questions directement dans le chat, moi je les passe aux invités que je vais vous présenter dans un instant, vous avez le droit de grogner, d'interpeller, de chafouiner, c'est votre espace, c'est ce stream, on le fait ensemble. Au programme de ces 2 heures, un point sur la guerre entre Israël et le Hamas, un zoom sur la situation à Gaza et aussi peut-être un focus particulier sur ce qui se trame à la frontière libanaise. Tout ceci devrait nous emmener jusqu'à 19h, heure à laquelle on reviendra en Europe pour faire un tour d'horizon des enjeux des élections européennes dans les autres pays de l'Union, parce qu'on a beaucoup parlé de la France forcément, mais ailleurs en Europe, on envisage la séquence parfois d'une autre manière, avec des attentes un peu différentes. Ce sera de 19h à 20h pour l'heure et pour l'instant il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain, à Sydney, Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h05, passé de 50 secondes, on a un petit peu de retard, mais il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Nous filons à Gaza, où l'armée israélienne a revendiqué tôt ce matin, nous sommes jeudi, une frappe aérienne contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui abritait, selon elle, une base, entre guillemets, du Hamas et qui a fait au moins 27 morts, selon le mouvement islamiste. Hier, mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était, entre guillemets, prêt pour une opération très intense, on va voir ce que ça veut dire, à la frontière avec le Liban, où le Hezbollah échange quotidiennement des tirs avec Tsahal. Bonsoir Caroline Brandao. Bonsoir. Caroline, vous êtes enseignante en droit international humanitaire, bienvenue. À vos côtés, en face de moi, Guillaume Ancel. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Guillaume, vous êtes un ancien officier français, vous êtes chroniqueur, auteur du blog Ne pas subir. Vous avez par ailleurs commis Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, paru chez Flammarion. Et à vos côtés, toujours en face de moi, David Rigolet-Rose. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes enseignant-chercheur, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. C'est une revue qui est publiée chez l'Harmattan. Chers amis, bonsoir. Merci de passer cette heure avec nous pour répondre à mes questions, mais surtout à celles du chat. Je pense qu'elles seront nombreuses. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les viewers. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, dit qu'Israël est prêt pour une opération très intense à la frontière libanaise. Qu'est-ce qu'il faut lire dans cette annonce et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade? Il y a 2 questions dans ma question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le Premier ministre israélien? Oui, c'est pas totalement une surprise parce qu'il y a une multiplication ces dernières semaines de déclarations qui sont pas uniquement le fait d'ailleurs du Premier ministre. Hein. Elles sont le fait notamment de Saki Hanegbi, qui est son conseiller à la sécurité nationale, du chef d'état-major qui dit que l'état de préparation de Tsahal au nord est très élevé, déjà depuis décembre, de Yoav Gallant qui a renouvelé ses déclarations en disant que le moment du retournement de Sablier était proche. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, c'est le problème de la présence du Hezbollah au niveau de la ligne, qu'on appelle la ligne bleue, qui est la ligne frontière, qui n'est pas définie de manière évidemment définitive, et le fleuve Litani à environ 30 km. Et il se trouve que les Israéliens considèrent aujourd'hui que ce qui était une forme de statu quo jusqu'au 7 octobre n'est, de leur point de vue, plus tenable. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la situation de la présence du Hezbollah, qui normalement devait être invalidée par la résolution 1701 de 2006, qui est à l'issue d'un conflit déjà entre le Hezbollah et Israël, que cette présence qui était plus ou moins tolérée finalement, faute d'autres options, ne peut plus l'être du point de vue israélien depuis ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc, c'est ce qui inquiète évidemment les chancelleries occidentales et qui suscite une mobilisation, notamment des Américains et des Français, pour essayer de trouver une solution, puisque les Israéliens ont fait une forme d'ultimatum plus ou moins explicite, à l'endroit d'ailleurs des Américains qui soutiennent Israël, en disant qu'il y a l'alternative, c'est soit une résolution du problème par la négociation, soit par la force. Et comme la négociation ne semble pas du tout opérer, il y a la multiplication de déclarations de plus en plus martiales qui laissent effectivement, qui fait grandir l'inquiétude de tous les acteurs. Caroline Brandao. Oui, puis ce qu'on peut peut-être souligner, c'est qu'à travers ces déclarations, c'est qu'on constate qu'il va y avoir une multiplication de conflits armés qui vont se superposer. Donc il faut peut-être rappeler qu'on a un conflit armé international, mais on a aussi un conflit armé non international sur le territoire. Et donc on va avoir d'autres conflits armés qui vont émerger. Et ça veut dire à chaque fois des règles de droit qui vont s'appliquer
de manière différente pour chacun de ces conflits armés. Il faut vous expliquer un petit peu, peut-être pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas juristes. Alors, dans la guerre, il y a des règles. Ça s'appelle le droit international humanitaire ou droit des conflits armés. C'est un droit qui s'applique uniquement en situation de conflit armé. Ça ne s'applique pas en situation de catastrophe naturelle, par exemple. Et ce droit, on le trouve où ? Dans les conventions de Genève de 1949. Donc, on peut effectivement s'étonner de dire en 2024, les conventions de Genève... Et leurs protocoles additionnels. Et voilà, les protocoles... Moi, je vois que vous connaissez bien. Les protocoles additionnels de 1977 vont s'appliquer. Et c'est quand même pas les mêmes règles selon qu'on soit dans un conflit armé international et non international. Donc, à chaque fois qu'on va mener des opérations humanitaires, on va regarder si on est dans une situation de conflit armé international et non international. Et en synthèse, que dit le droit ? Dans un conflit armé international, c'est plus facile d'acheminer l'aide humanitaire, d'amener une négociation, puisqu'on va négocier avec les États. On le voit dans la pratique, on est loin des résultats attendus. Dans un conflit armé non international, c'est compliqué, puisqu'il y a moins de règles, moins de protections qui s'appliquent. Et c'est plus complexe d'interagir sur le plan humanitaire. Guillaume Ancel Guillaume, votre micro. Pardon. Ce sera mieux qu'un micro. Peut-être le remettre dans le contexte. Attention, parce que on voit bien que Benjamin Netanyahou veut rester en guerre. Et que la pression est très forte actuellement du président américain Joe Biden pour trouver un accord de cessez-le-feu sur la bande de Gaza. Et du coup, Netanyahou donne le sentiment de trouver déjà le conflit suivant pour rester en guerre, pour des raisons personnelles, parce qu'il sait que le jour où il n'est plus le chef de guerre de la société israélienne, la société va lui demander des comptes. Et là, à mon avis, il va au-devant de sérieux ennuis. Et deuxièmement, parce qu'il veut rester dans cette relation, très difficile pour les États-Unis. Son objectif politique, c'est que Trump puisse s'imposer aux élections présidentielles américaines et lui trouverait un soutien qu'il n'a plus chez Joe Biden. Alors qu'à contrario, le président américain, qui est actuellement sur le sol français, veut absolument sortir de ce conflit. Il faut se souvenir que pour lui, c'est un enjeu électoral très important, mais c'est très important aussi pour la guerre en Ukraine. Parce que les Américains n'ont pas des capacités militaires extensives. Et donc, tant qu'ils sont phagocytés en partie par la guerre à Gaza, ils ont beaucoup de mal à se concentrer sur ce qui se passe en Ukraine. Or, les Européens voudraient que les Américains reviennent, je dirais, de plein pied sur la guerre en Ukraine. Ils ne le feront pas tant qu'ils auront le sentiment qu'Israël est dans une situation difficile. Parce qu'ils savent que c'est leur garantie internationale qui permet à Israël, dont je rappelle que c'est une toute petite nation qui a toujours été menacée par des voisins hostiles, il faut qu'ils donnent la garantie qu'ils apportent bien cette assurance vie. Et à contrario, je voudrais rappeler aussi qu'en fait, aujourd'hui, il y a 3 conflits, dont le premier masque les autres. Il y a ce conflit à Gaza qui est d'une violence absolue, sur lequel on y reviendra tout à l'heure. Les bilans sont, à mon avis, complètement faux, compte tenu de la violence des bombardements. Encore aujourd'hui, Tsahal annonce un bombardement contre une école de l'UNRWA, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que Tsahal a mené 300 bombardements ce jour. C'est l'armée israélienne. L'armée israélienne. Donc on est bien sur des campagnes de bombardement totalement disproportionnées sur un camp de réfugiés. Il y a cette menace contre le Hezbollah, où quand même il y a des échanges de tirs d'artillerie pratiquement au quotidien. Et puis, il ne faut pas oublier le conflit en Cisjordanie, qui est quand même un conflit d'une très grande violence. Il y a plus de 500 morts depuis qu'on regarde le conflit à Gaza, alors qu'il y a une espèce de guerre civile en Cisjordanie qui est d'autant plus violente qu'elle met en perspective le fait que c'est une colonisation proscrite par le droit international que mène Netanyahou. Et donc les 3 reliés sont très inquiétants parce qu'on a l'impression qu'il installe Israël dans une guerre permanente, là où tout le monde aspire à la paix. David, je vous vois acquiescer. Oui, effectivement, il y a une articulation de plusieurs théâtres et c'est ça qui est très préoccupant. Parce que ça n'est pas uniquement la guerre à Gaza. Il y a une extension et potentiellement une logique escalatoire. Alors effectivement, qui fait probablement le jeu personnel politique de Netanyahou, mais la difficulté justement, et c'est ça qui rend la situation particulièrement dangereuse, c'est que même si Netanyahou partait, et il aurait des comptes à rendre, des comptes très lourds, vraisemblablement, s'il y avait une commission, et il y aura une commission de toute façon, et en général, les commissions israéliennes sont d'une sévérité, elles sont extrêmement sévères. On peut peut-être en parler maintenant. Qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement pour Benjamin Netanyahou si ce type de commission se tenait ? D'abord, il y a sur les responsabilités politiques.
du Premier ministre. Alors, politique, on sait. De la politique qu'il a menée ces dernières années. Notamment en favorisant la colonisation en Cisjordanie et en implicitement, objectivement, faisant le jeu du Hamas pour dévaluer la légitimité de l'autorité palestinienne qui aujourd'hui effectivement est discréditée. Et puis effectivement une logique, on va dire, oui, de partition et de réduction des territoriale avec des annexions. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même s'il partait, c'est-à-dire que ça n'ouvrirait pas forcément les perspectives qu'on pourrait souhaiter. C'est ça la difficulté. Et il faut remonter au 7 octobre. C'est-à-dire que la population israélienne, pour aussi critique soit-elle vis-à-vis à l'endroit de Netanyahou, ça c'est une réalité. On le voit avec les manifestations. Mais pour autant, on a une perception de la menace qui n'invaliderait pas des projets d'extension militaire. C'est ça le problème. Et on voit bien que c'est ce qui se dessine avec le Liban, notamment. Pas seulement, mais avec le Liban. Et d'ailleurs, il y a des déclarations de Yoav Gallant, le ministre, justement après le 7 octobre, selon laquelle il considère que les guerres limitées ne sont plus d'actualité. Et c'est très préoccupant comme déclaration, parce qu'effectivement, il acte le fait que par rapport aux séquences précédentes qu'il y avait justement, soit à Gaza, soit contre le Hezbollah, il y avait un caractère limitatif en fait, en termes séquentiels. Et là, il y a l'intégration du fait qu'il y a la possibilité d'un élargissement en fait du conflit sur une échelle beaucoup plus importante. Voilà. Et donc c'est ça qui effectivement interroge et suscite les plus grandes inquiétudes, bien sûr. Il y a plein de questions dans le chat. Il y a Petit Tofu qui nous a rejoint. Salut Petit Tofu. Salut Yann Amat. Salut Isaac. Je vais prendre vos questions dans le désordre. J'ai lu notamment la question d'Isaac, celle de Petit Tofu, celle aussi de I'm Groot You. Je ne sais pas prononcer ton pseudo, pardon. Je vais les poser dans le désordre. Une question peut-être pour vous, Caroline, vous êtes juriste. Il y a Petit Tofu qui nous dit le droit dans cette région, on a plutôt tendance à s'en servir comme paillasson dans cette zone. C'est le cas? Mais il y a une centaine de conflits armés aujourd'hui. Et de manière générale, on peut se poser la question, est-ce que le droit international humanitaire est respecté? Est-ce qu'il y a même une volonté de le respecter? Ou est-ce qu'effectivement, on s'essuie les pieds sur ces conventions de Genève de 1949? Alors, il y a vraiment, je pense, un élément important, c'est... Certes, aujourd'hui, c'est absolument pas satisfaisant en termes de respect du droit et on assiste tous les jours à des violations graves du droit international humanitaire. Mais en même temps, il ne faut pas faire le jeu de dire les conventions de Genève de 1949 ne servent à rien. Les traités qu'on a pu ratifier aujourd'hui, je pense à la Convention sur les mines antipersonnelles de 1997, l'existence de la Cour pénale internationale avec le statut de Rome, on ne doit pas tout rejeter en bloc, ce serait trop facile. Il faut au contraire conserver les acquis qu'on a eu du mal à avoir, c'est quand même des longs processus de négociation, faire le constat qu'effectivement aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, qu'il faut peut-être trouver d'autres alternatives, pour pouvoir mettre en œuvre des mandats d'arrêt, pour pouvoir voir une justice qui se met en place et qu'on n'attende pas 10, 15 ans, 20 ans avant qu'il y ait des tribunaux, une justice pénale internationale. C'est ça qu'il faut mettre en place. À cet égard, il y a Isaac, salut Isaac, qui nous a rejoint, qui pose cette question, c'est qui peut croire un instant que Netanyahou fera une seule journée de prison? Est-ce qu'il est possible que Benjamin Netanyahou soit un jour emprisonné? Donc on a quand même un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc le crime de guerre serait constitué par le fait d'avoir violé un certain nombre de principes dans la conduite des hostilités. On en parlait tout à l'heure, principe de proportionnalité, c'est-à-dire que dans l'attaque, les attaques sont disproportionnées, sont dans des zones urbaines, vont toucher des écoles, des hôpitaux, le personnel humanitaire, de santé, etc. Principe de distinction, on ne fait pas la distinction entre un combattant et un non-combattant. Donc ça, c'est constitutif d'un crime de guerre. Et puis également, crime contre l'humanité, c'est-à-dire que c'est dans un plan qui est systématisé de vouloir viser la population civile. Donc ces éléments vont faire l'objet d'une enquête. Est-ce que pour autant, va y avoir des mandats d'arrêt, des arrestations et un jour potentiellement de la prison? Ça, c'est toujours difficile à dire. Mais bon, moi j'ai envie de parler de l'affaire Pinochet, Milosevic. Il y a des choses qui se passent longtemps après. Je pense qu'en 2024, on a envie que ça aille plus vite. Donc il y a tout un travail à faire sur la justice pénale internationale.
Il y a une pression internationale qui est indéniable sur le sujet, hein. Même si Netanyahou dit « mais moi j'en ai rien à faire », mais il sait très bien que s'il est sous le coup d'un mandat, par exemple, Je vous coupe, Guillaume. international... Il y a Yankee qui dit comment protéger le droit international quand le Congrès américain réclame des sanctions sur les procureurs de la CPI, la Cour pénale internationale. Le Congrès américain, à ma connaissance, n'a pas ratifié la CPI, mais par contre, Benyamin Netanyahou, s'il est poursuivi par la Cour pénale internationale, il ne peut plus venir en Europe. Et ça, c'est un sacré obstacle. Ça veut dire qu'il ne peut plus se rendre pratiquement dans la moitié du monde parce que il risque d'être arrêté et d'être remis à la Cour pénale internationale. C'est pour ça qu'il était inquiet d'ailleurs. Voilà. Donc ça les fait parer parce qu'en plus, il n'y aurait pas que lui, il y aurait sans doute son ministre de la Défense, il y a d'autres personnes qui peuvent être incriminées. Donc le fait qu'on n'aille pas à le chercher pour le mettre en prison aujourd'hui, bien sûr, c'est un obstacle, mais il sait très bien, lui, que c'est une véritable menace à moyen terme. Je voudrais revenir à 2 secondes sur la violation, à mon avis, la plus importante en termes de la conduite de la guerre, qui vraiment constitue, en tout cas qui pour moi relève du crime de guerre. C'est la disproportion de la réaction de l'offensive Netanyahou. Personne ne dénie le droit au gouvernement israélien de combattre le Hamas, surtout après l'attaque terroriste du 7 octobre, qui fait 1400 morts et disparus. Le problème que cela pose, c'est qu'il ne s'attaque pas au Hamas, il s'attaque à la bande de Gaza. Donc pour moi, il y a une très grosse différence, sauf à dire que la bande de Gaza et donc les 2,4 millions de Palestiniens qui sont là sont le Hamas. Mais ça, c'est un principe de non-discrimination. On ne peut pas assimiler une population à un mouvement terroriste. Donc ça est une violation évidente du droit. En termes de guerre, moi je m'intéresse au sujet de la guerre, je suis un ancien officier d'artillerie. Je suis choqué des moyens qui sont utilisés par Tsahal, alors que l'armée israélienne est particulièrement expérimentée dans la lutte antiterroriste. Quand elle doit aller chercher un chef du Hamas dans la banlieue de Beyrouth, elle est capable de le tuer en faisant 3 morts, et les 2 autres morts, ce sont des gardes du corps. Donc elle sait faire une frappe ciblée. Elle sait parfaitement que dans la lutte antiterroriste, on ne combat pas un fantôme, parce que les terroristes sont toujours des fantômes. Ce n'est pas du tout une armée conventionnelle comme celle du Hezbollah, avec des casernes, des stocks d'armes, des quartiers généraux. On ne combat pas ça avec des bombes aériennes d'1 tonne. Or, la moitié des bombardements aériens qui sont conduits par les Israéliens sont aujourd'hui faits avec des bombes d'1 tonne, dont je rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les utiliser, qu'une bombe d'1 tonne, c'est fait pour détruire, pour imploser, pour faire s'effondrer un immeuble de 4 étages sur lui-même. Donc là, on n'est pas du tout dans « je cherche à tuer un milicien du Hamas que j'ai essayé d'identifier », ce qui relève d'ailleurs, de quasiment de l'impossible, parce qu'un milicien par nature, c'est un civil qui a pris une arme à un moment. Et donc, on n'est pas du tout dans le cas d'une guerre conventionnelle. Mais de faire effondrer l'immeuble dans lequel est passé un milicien du Hamas sous prétexte qu'on le pourchasse, et donc de tuer à chaque fois 10 personnes qui n'ont rien à voir avec ce milicien-là, ça relève du crime de guerre. Or, aujourd'hui, je fais un calcul d'artilleur, parce que malheureusement, depuis le début de l'année, il n'y a plus d'état civil sur la bande de Gaza qui permettent de tracer les morts, on va dire, pour caricaturer, que le thermomètre a été cassé, donc plus personne ne sait combien il y a de morts. Aujourd'hui, on peut estimer, du fait de la fréquence et de l'importance des bombardements et des moyens qui sont utilisés, qu'on doit se situer autour de 70 000 morts. Je parle d'hypothèse basse, d'accord, à 300 bombardements par jour. Un bombardement est censé en moyenne faire un mort, sinon on ne bombarde pas. On est plutôt à 300 morts par jour, 9 000 par mois. On se situe autour de 70 000 puisqu'on est quasiment à 8 mois de conflit. 70 000 morts, vous multipliez par un coefficient de 3,5 pour avoir le nombre de blessés. Vous êtes pratiquement à 300 000 victimes, morts et blessés dans ce conflit. C'est 10% de la population, c'est plus de 10% de la population. Et ça, c'est inacceptable. Il n'y a jamais eu 60 000 miliciens du Hamas. On estimait en gros qu'ils étaient entre 10 et 20 000. Et donc ça veut dire qu'en proportion, chaque fois qu'Israël a frappé à cause des ordres de Netanyahou, parce que c'est lui qui fixe le taux de dommages collatéraux, on est dans un taux de pertes civiles qui se situe entre 80 et 90%. Et donc là, c'est plus une guerre, c'est un nom, ça s'appelle un carnage. David Rigoulet. Oui, alors, c'est le principe de la proportionnalité, effectivement, mais c'est l'application d'une théorie qui avait été faite contre le Hezbollah, qui s'appelle la doctrine de Daïa, en fait, qui était appliquée au Liban, c'est-à-dire que la réponse doit être hors de proportion pour pouvoir être dissuasive ultérieurement.
Effectivement, c'est en partie cette doctrine qui est appliquée là, ce qui explique le nombre très élevé de pertes civiles. Et ça devient une impasse. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a une étude qui vient d'être produite justement en Israël sur les officiers de Tsahal. Et le taux d'officiers qui ne souhaitent pas renouveler leur engagement, c'est sans précédent par rapport aux autres conflits, ce qui traduit un vrai questionnement, un malaise profond de gens qui sont des soldats expérimentés, hein. sont pas des conscrits. Enfin, et donc ça soulève beaucoup de questions pour l'establishment militaire, évidemment, au regard de la conduite du conflit actuel. Il y a Haro, salut Haro, qui nous a rejoint, qui dit c'est une doctrine complètement débile, c'est la meilleure façon de radicaliser les gens. Alors derrière le propos un peu cru de Haro, il y a qu'est-ce qui va se passer après, en fait, de ces gens qui resteront après. Alors, c'est intéressant de mentionner également que c'est toute la chaîne de commandement. Donc, c'est toutes les personnes qui vont obéir aux ordres, qui se trouvent responsables de ces violations du droit international humanitaire. Donc, c'est pas non plus tout en haut de la chaîne, mais c'est aussi tout en bas. Sauf ceux, justement, qui ont refusé d'obéir. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup parce qu'on a le devoir en tant que militaire de refuser un ordre qui est contraire au droit international humanitaire. Et ça, c'est inscrit dans l'ADN, justement, des militaires. Et ils le savent très bien parce que c'est leur responsabilité qui est engagée. C'est un point crucial qu'évoque Caroline. Parce que quand on a cette image totalement dépassée de l'armée où les gens sont là pour obéir, c'est qu'on oublie que depuis le procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été clairement établi qu'un officier est totalement responsable des ordres qu'il donne. Un sous-officier, on peut considérer que c'est un technicien et qui déploie quelque part la maîtrise d'une arme ou d'un armement, d'un système qu'on lui a demandé. Un soldat, on considère qu'il n'a pas de pouvoir de décision, qu'il est là dans l'exécution. Mais les officiers, en tout cas, sont totalement responsables des ordres qu'ils donnent. Et il n'y a aucun cas où la justice a accepté d'entendre comme excuse de « j'ai obéi à un ordre ». D'un lieutenant à un général, à partir du moment où c'est bien le gouvernement Netanyahou qui fixe les ordres d'engagement, c'est pas Tsahal, c'est pas l'armée israélienne. Mais à partir du moment où le gouvernement Netanyahou, par exemple, a accepté qu'on ait un taux de perte qui soit entre 8 et 9 civils pour un milicien du Hamas, eh bien, les officiers qui acceptent de déployer ces bombardements sont co-responsables de cette politique. Donc ça va poser une question. Aujourd'hui, on parle du Premier ministre, c'est normal, c'est la responsabilité politique. On parle du ministre de la Défense, parce que c'est lui qui va déployer quelque part cette politique. Mais derrière, il y aura toute une question de la responsabilité de Tsahal. Moi, j'ai quelques sources, j'ai quelques camarades dans Tsahal qui me font part de leur profond malaise, parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils font est inefficace. Ils savent que militairement, on ne détruit pas une organisation terroriste avec des bombes. Personne n'y est jamais arrivé, donc ils ne voient pas pourquoi ils y arriveraient. Qui détruisent des familles entières de Palestiniens qui vont vouer leur haine pendant 20 ans à Israël. Donc ils sont en train de garantir le recrutement du Hamas pour 20 années. Et surtout, ce qu'ils disent, et c'est frappant, c'est que c'est une impasse. C'est-à-dire que le jour où ils vont s'arrêter, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce champ de ruines, à moins que l'objectif soit de faire un champ de ruines. Alors, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil du chat. Il y avait une question. On avait dit que, enfin, moi, j'avais pas prévu qu'on en parle, mais on en parlait avant qu'on lance le stream. On en parlait à 3. Il y a Nour Comics qui dit c'est pas une guerre, c'est un génocide. Le titre du live est trompeur. Est-ce que c'est un génocide ? On peut peut-être rappeler la définition du génocide. C'est l'intention, et ça c'est fondamental, de détruire en tout ou en partie un groupe parce qu'ils partagent la même nationalité, la même religion. Donc c'est cette intention que le magistrat va devoir reporter à travers des faits qui avaient cette volonté qui est manifestée. Et ça, c'est particulier. Et c'est difficile parce qu'on n'est pas sur place toujours d'avoir les faits et les éléments. Donc ça va être intéressant de voir aussi le travail que va faire la Cour pénale internationale à ce niveau-là, puisque pour l'instant, elle s'est plutôt prononcée sur crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ça, c'est la Cour pénale internationale. Mais regardez aussi ce qui se passe du côté de la Cour internationale de justice, qui, elle, donc, parle d'un possible génocide. Donc là, ça va être intéressant de voir dans le temps, parce que là, ce sont des mesures conservatoires, on n'est pas encore dans une décision définitive, l'évolution des décisions qui sont prises.
Alors, sur le sujet du génocide, qui est un sujet qui me touche particulièrement, parce que moi j'ai été élevé dans la culture de la Shoah, et je fais partie de ces générations qui a cru au plus jamais ça. Sauf qu'en 7 ans, j'ai traversé 3 génocides. Donc j'ai commencé petit au Cambodge, c'est quand même très impressionnant, 3 millions de la population qui disparaît du fait des Cambodgiens, en plus, sans aide extérieure, effrayant. Et puis après, je pars au Rwanda. 1 million de morts, sous nos yeux, hein, avec la France qui est du côté des génocidaires et qui explique qu'elle veut arrêter les massacres, sauf qu'elle n'arrête pas les génocidaires qui sont juste ses alliés. Léger problème. Et puis je pars avec la Légion étrangère, à Sarajevo, j'assiste au massacre de Srebrenica, qui a été qualifié de génocide par le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Donc forcément, cette question de génocide, elle m'interroge au premier chef. Je dirais que, et là cette fois je ne parle pas en tant que juriste, c'est Caroline qui est juriste. Moi je suis un ancien officier. Je dis ce que je vois sur la bande de Gaza, c'est un crime de guerre dans les grandes largeurs, parce que répété tous les jours sur une période longue, est donc totalement conscient. On ne peut pas dire que c'est un accident, c'est conscient, mais pas un génocide. Pourquoi ? Parce que l'armée israélienne a les moyens de massacrer la population palestinienne. Alors je rappelle que la population palestinienne sur la bande de Gaza est estimée à 2,4 millions. Aujourd'hui, je pense que je fais partie des rares analystes qui disent, attendez, les bilans sont faux, on est plutôt à 70 000 morts qu'à 35 000, comme on essaye de le raconter. Donc je ne pense pas être un sous-estimateur de ce qui se passe sur place, même si c'est une hypothèse basse. Mais ça n'a rien à voir avec une situation où il y aurait 600 000 morts. S'il y avait 600 000 morts aujourd'hui parce que l'armée israélienne cherchait à massacrer systématiquement la population, elle en a les moyens. Là, on parlerait d'une intention génocidaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit très clairement, c'est que l'armée israélienne a reçu comme ordre du gouvernement Netanyahou de détruire l'infrastructure. C'est-à-dire tout ce qui permet à un peuple de vivre ensemble sur un territoire, mais pas de détruire le peuple palestinien. Donc pour moi, on n'est pas sur un génocide, même si c'est après au juge, justement, de déterminer si il y a une crainte d'un génocide. C'est ce qu'a dit la Cour internationale de justice. Attention, je rappelle que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de stopper son offensive contre Rafah, qui a commencé le 7 mai. Et honnêtement, ce qui est consternant, c'est de voir que Netanyahou ne s'est pas arrêté une seconde et qu'il poursuit cette offensive jour après jour. Pourquoi ? Parce que c'est la seule partie de la bande de Gaza qui n'a pas été ravagée, comme la partie nord et la partie centre. David Rigoulet. Oui, pour aller dans le sens de ce que tu disais, effectivement, il y a des définitions quand même très, très strictes. Et ce qui est important, c'est de ne pas banaliser, justement, parce que si on banalise... Qu'est-ce qu'on aura après en plus Oui, d'abord, il y a une inflation. Il y a une inflation qui dévalue en plus la caractérisation d'une situation. Pour ce qui est d'éventuels crimes de guerre, oui, il y en a qui sont d'ores et déjà... caractérisé, puisque au regard de ce qu'on a évoqué sur certaines pratiques militaires. Mais effectivement, la question du génocide, elle a tendance à être mobilisée, parce que ça fait référence évidemment à un émoi légitime, mais il faut être quand même très, très circonstancié en la matière. D'ailleurs, si calcul il devait y avoir, ce serait plutôt une expulsion de la part de certains ministres d'extrême droite, ce qui invaliderait justement la logique strictement génocidaire en tant que telle, en termes juridiques. Mais là, je laisse ma collègue en parler. Mais en tout cas, c'est le fait éventuellement d'expulser la population palestinienne. Alors pour le coup, qui constituerait également un crime de guerre. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les registres, parce que sinon, il y a une banalisation qui est extrêmement dangereuse et qui après relativise en fait toutes les situations qui peuvent se présenter. Et le droit est là justement pour discriminer. C'est ça le fond du droit, précisément. Pour le dire grossièrement, chaque fois qu'il y a un conflit armé, on parle de génocide. Pardon, mais c'est pas une manière de faire. C'est pas. D'abord, c'est quelque chose de très particulier et d'absolument déterminant, un génocide. Et donc, oui, là, il y a une guerre d'une violence inouïe. Oui, il y a des crimes de guerre. Il y a, je pense, assez probablement des crimes contre l'humanité. Pour l'instant, l'intention génocidaire, moi, je ne la vois pas dans le comportement de l'armée israélienne sous commandement de Netanyahou, qui est pourtant
un gouvernant que je déteste fondamentalement. Mais je ne vois pas d'intention génocidaire. Il y a Spécie dans le chat qui dit « C'est fou, le temps de parole passé à débattre sur les termes de génocide, etc. Alors que génocide ou pas, les faits restent les mêmes. Ce sont des assassinats d'hommes, de femmes, d'enfants. C'est la destruction de tout ce qui permet au peuple de vivre dans cette zone, emprisonnement, torture, exécution, etc. » C'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Caradoc, de son côté, nous dit « Cette guerre met aussi en évidence les faiblesses du système politique israélien. Rien ne peut arrêter Netanyahou. La Knesset est impuissante. » C'est le cas ? David, pour vous peut-être. On peut pas totalement dire ça parce qu'il y a Benny Gantz qui a mis notamment un ultimatum à l'horizon, enfin pour le 8 juin justement au Premier ministre, justement pour la question du jour d'après. En fait, le problème de fond, c'est la dissociation entre l'opération militaire, quels sont les buts de guerre, et l'horizon politique qui serait une nécessité absolue. Et effectivement, l'obstruction, c'est Netanyahou. D'ailleurs, c'est ce qu'a stigmatisé Biden. Hein. Il l'a dit de manière plus ou moins explicite en disant que le problème, c'était Netanyahou. Et donc, il y a d'autres responsables politiques qui envisagent évidemment la question du jour d'après. Simplement, c'est un animal politique, Netanyahou. Il a bien verrouillé et il profite justement, il connaît son pays et il profite du choc qu'a représenté le 7 octobre pour justement faire coïncider son destin politique avec la gestion justement opérationnelle de la guerre. C'est là où c'est très, très compliqué parce qu'évidemment, il est tenu, lui, c'est le paradoxe, il est tenu par ses Dominiques d'extrême droite, mais effectivement, il ne peut pas transiger notamment avec ses adversaires politiques. Donc en fait, on est dans une situation complètement insoluble, sauf s'il y avait des élections. C'est le problème, l'enjeu aujourd'hui, ce que demande Benny Gantz d'ailleurs, à l'horizon de septembre. Yair Lapid, qui est à gauche, demande même avant. Et certainement, le résultat ne lui serait pas favorable. C'est pour ça qu'il ne veut pas de ces élections. Oui. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas d'un cessez-le-feu. Oui, ce qui pose un sacré problème. Je reviens quand même 2 secondes en arrière parce qu'il faut le rappeler, on l'évacue trop vite. Hein. L'attaque du 7 octobre, là, en tant qu'analyste militaire, c'est une attaque terroriste. D'accord. Après, le Hamas a essayé d'expliquer que en fait, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Non, pardon, c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont préparés sans doute pendant une année. Et ils ont filmé ces violences dont on retrouve d'ailleurs des stigmates assez inquiétantes des méthodes de Wagner. On pense qu'ils ont été aidés par des Iraniens parce qu'ils n'étaient pas capables de monter tout seuls une opération de cette ampleur. Et ils ont vraiment cherché à marquer dans le domaine de la terreur. Donc qu'on ne vienne pas me raconter que c'est un sujet de résistance. Ce n'est pas une résistance, c'est une opération de terrorisme qui a été conduite le 7 octobre. Après, la guerre que mène Netanyahou, c'est une guerre totalement disproportionnée, qui est un carnage. Et là, la question aujourd'hui, c'est qu'on le voit bien depuis 10 jours, le président Biden essaye de coincer Netanyahou en disant « J'ai pris votre proposition de paix, celle qui est issue de son cabinet, je la propose au Hamas, et le Hamas semble dire qu'il est d'accord. Donc, on fait un cessez-le-feu. Attention, c'est un cessez-le-feu prolongé, ce n'est pas un cessez-le-feu de quelques jours. C'est un cessez-le-feu qui se compte en semaines et qui fait que très clairement, ça mettrait fin à cet épisode d'affrontement, c'est même pas un affrontement, de bombardement massif. On voit bien que l'attitude des deux est absolument ambiguë. Netanyahou fait tout pour qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu et le Hamas est son meilleur ennemi pour danser ce tango morbide. Pourquoi ? Parce que le Hamas l'a dit dès le début de la guerre, son objectif, c'est d'instaurer un état de guerre permanent contre Israël. Et Netanyahou, on a l'impression qu'il ne peut survivre politiquement que s'il est en guerre. Donc c'est sûr que si on compte sur ces deux-là pour sortir de la guerre, on n'est pas sorti de l'impasse. Et pour moi, la question de fond, c'est plutôt à quel moment les Américains disent maintenant, ça suffit. Et le ça suffit est techniquement très dur, parce qu'en fait, l'armée israélienne n'a jamais eu de stock de munitions. Donc elle est totalement dépendante des approvisionnements au quotidien de l'armée américaine. Et pour autant, il faut comprendre que dans la logique américaine, le jour où ils arrêtent d'approvisionner l'armée israélienne, ils mettent en danger l'existence même d'Israël, qui est encore une fois entourée de voisins hostiles. Et donc, c'est l'assurance vie avec un assureur qui dirait « si jamais je retire mon assurance, de toute façon, mon client, il est mort ». Donc, c'est une situation intenable dans laquelle est le président Joe Biden. Et je pense que le plus grand défi aujourd'hui, c'est celui des Américains, d'arriver à voir à quel moment ils peuvent tordre le bras de Netanyahou et imposer
de stopper cet affrontement qui est absolument sans issue et qui est totalement sordide en termes de résultats, sans mettre en danger l'avenir d'Israël. Juste après, en réalité, c'est une situation où tout le monde est piégé. C'est ça le problème. Et tout le monde cherche une sortie et personne ne la trouve. Et chacun est piégé par les contradictions qui relient les différents acteurs. Caroline Brandao. Et justement, ça rejoint la question du jour d'après, c'est qu'il n'y a jamais eu dans les négociations ou dans les appels à cesser le feu d'intermédiaire neutre. Et c'est ça la difficulté, c'est comment on peut arriver à une situation où on imagine une paix, une reconstruction, alors qu'on n'a toujours pas de nouvelles de certains otages, donc des familles qui attendent toujours des nouvelles, qu'il y a des enquêtes aussi en cours sur l'acte de terrorisme du 7 octobre qui est constitutif d'un crime de guerre et d'un crime contre l'humanité, il faut le dire, que des viols ont été utilisés comme armes de guerre. Ça fait l'objet également de ce qui est mentionné par la Cour pénale internationale et qui va faire l'objet également d'enquêtes. Et tous ces éléments ne permettent pas en fait de penser à l'après, parce qu'on n'a toujours pas de réponse à des interrogations des familles qui ne savent toujours pas où sont leurs proches. Et ça, c'est difficile d'avancer sans intermédiaire, qui pourrait être une organisation humanitaire, un État, mais qui n'est pas de lien stratégique ou dans le domaine de l'armement, qui pourrait amener une réflexion, une négociation. On n'a même pas un début, en fait, de dialogue possible. Je dis un mot sur les buts de guerre, parce qu'ils sont très importants dans cette affaire, parce qu'ils sont faux. Alors, on sait bien que tout l'art de la guerre, c'est le camouflage, mais c'est quand même assez grossier d'avoir vendu aux Israéliens, je pense à Netanyahou, qu'il allait détruire militairement le Hamas, alors que c'est quand même une des nations qui est la plus avancée dans la lutte antiterroriste et qu'on n'a jamais détruit militairement une organisation terroriste. Ça n'existe pas. Les Français en ont fait encore l'amère expérience au Sahel récemment. Et deuxièmement, qu'il allait libérer les otages. Alors, moi, j'ai fait la recherche d'otages. Ça ne se fait pas avec des bombardements, avec des bombes d'une tonne. Hein. Je ne connais pas de manière plus inversée de le faire. Malheureusement, aujourd'hui, on estime qu'il reste probablement que quelques dizaines d'otages en vie. Ce qui est dramatique pour les familles qui, elles, se raccrochent encore à l'idée qu'elles vont pouvoir récupérer un des leurs. Alors que sur les 130 qui sont réputés être aux mains du Hamas, aujourd'hui, si on reste 30 ou 40 qui sont encore en vie, je dirais c'est exceptionnel. Et chaque semaine de bombardement diminue leur espérance de vie. Et du coup, ça interroge sur, mais quel est le véritable objectif de guerre ? Je pense qu'en fait, Netanyahou l'a écrit dans son livre, Bibi A Story, qui a été publié il y a 2 ans, et dans lequel il dit que, en fait, on ne pourra jamais, Israéliens et Palestiniens, coexister. Et que par conséquent, la seule manière de faire, c'est pas de détruire les Palestiniens, c'est de faire en sorte qu'ils ne vivent plus comme voisins des Israéliens. Et je pense que son objectif réel, en tout cas ça correspond aux destructions qui sont commises sur la bande de Gaza, ça consiste à transformer en champ de ruines la bande de Gaza pour que les Palestiniens, quand la guerre s'arrêtera, n'aient pas d'autre alternative que de fuir. Et quand on me dit « Ah bah oui, mais personne ne voudra les accueillir », mais pas du tout. Dans tous les exodes qu'on a observés ces dernières décennies, il n'y avait pas de pays d'accueil. Les gens sont prêts à partir, y compris s'ils doivent traverser la mer à la nage. Mais les Palestiniens, quand ils verront qu'ils vivent au milieu de cendres, ils ne se verront ni avec leurs enfants, ni avec leurs parents vivre là plus longtemps. Je rappelle que 80% des infrastructures ont été endommagées ou détruites. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'immeubles, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de mosquées, même les cimetières sont ravagés. On ne vit pas là-dedans. Ça veut dire que la population pourrait se réduire par 10, de passer 2,4 millions. À mon avis, la bande de Gaza, dans cet état de destruction, ne pourra plus accueillir que 100 à 200 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a plus de 2 millions de Gazaouis qui en fait sont condamnés à l'exil. Et ça, c'est particulièrement vicieux de la part de Netanyahou parce que c'est pas lui qui provoque un nouvel exode. Il met en place les conditions pour que les Palestiniens soient contraints à cet exode sans que
Netanyahou ait à le dire. Dans le chat, on a Choupsogen qui râle, qui dit 10 minutes de débat et toujours pas le mot colonisation, c'est merveilleux. Bon, à chaque fois qu'on parle d'Israël et de Palestine, vous nous refaites le même coup. On va parler de la colonisation si vous le souhaitez. Et on a Isaac qui nous dit, en même temps, c'est France Télé, c'est raté, vous êtes à Radio France, à la maison de la radio. Super Pampi, lui, mais on peut parler de colonisation si vous y tenez absolument. On en a beaucoup parlé dans les streams précédents et je pense que depuis tout à l'heure, c'est un peu sous-entendu, il me semble. On a Super Pampi qui dit, pourquoi c'est ce que vous disiez un petit peu, Guillaume, en fait. Mais Super Pampi posait la question au moment où vous parliez, qui dit pourquoi on s'arrête toujours à ce 7 octobre quand on parle de ce conflit? Pourquoi ne pas rappeler que ça fait 70 ans qu'Israël commet des exactions en Palestine et inversement d'ailleurs? Je pense que derrière la question de Super Pampi, il y a finalement, est-ce que ça n'était pas une aubaine un peu morbide pour Benyamin Netanyahou? Alors ça c'est on va dire c'est une reconstruction a posteriori parce que de toute façon quoi qu'il ait pu être fait avant parce que Guillaume parlait du livre du Premier ministre israélien. Oui, mais le 7 octobre de toute façon est alors la question est de savoir si c'est un prétexte. Oui, non, mais justement parce que là on rentre dans une logique complotiste. Alors il se trouve que c'est un peu comme la question du 11 septembre. On retrouve les mêmes paramètres en réalité, avec les mêmes similitudes, c'est-à-dire le fait que c'est une vraie fausse surprise. Il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient induire qu'il allait se passer quelque chose. Mais c'est pas pour autant, évidemment, que c'était un projet élaboré. Le choc, d'ailleurs, est là pour montrer que c'est une vraie surprise et une faillite stratégique. C'est une réalité. Et c'est pas pour rien que c'est un choc à tous les niveaux, des services de renseignement, de l'armée et des politiques. Donc, simplement, il y a un point de non-retour. Il y a un avant et un après le 7 octobre. Et c'est ça le problème, parce que les paramètres du conflit sont plus tout à fait les mêmes. Et on voit avec les excès, avec les dérives que c'est en train de prendre, précisément parce que c'est comme si les verrous avaient sauté. Et c'est ça qui est très préoccupant, et notamment là on retrouve la question du droit, qui est là justement pour remettre des paramètres, et ces paramètres sont aujourd'hui évanescents. Caroline ? Mais ça, c'est toute la grande difficulté du droit. Enfin, on le voit également en Ukraine. Il y avait déjà un conflit armé, en fait, il y avait déjà une situation d'occupation. Donc tout ça vient nourrir et est en train malheureusement de construire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les futures guerres de demain. Et le droit, il a quand même toujours aussi un temps de retard sur ce qui se fait. Et c'est extrêmement frustrant parce qu'il arrive après. Parce qu'il va falloir enquêter, il va falloir entendre les survivants, établir les faits. Et ça prend énormément de temps parce que pour l'instant, on n'est pas sur place, c'est extrêmement compliqué. Les humanitaires ont des accès difficiles, mais je ne parle même pas de la justice pénale internationale. Les magistrats ne sont pas sur place, les enquêteurs ne sont pas sur place. Donc c'est extrêmement lent et ça vient après coup, ce qui est extrêmement frustrant. Et puis le droit aussi, parce que la guerre a changé, les méthodes ont changé, on a de plus en plus de bombardements dans des zones urbaines. Tout ça fait l'objet de règles de droit qui doivent être construites pour l'avenir. Et je ne parle pas encore de l'intelligence artificielle ou des robots. Il va falloir également mettre des règles pour encadrer cela. Mais l'intelligence artificielle qui est mobilisée dans le conflit d'ailleurs, mais je laisse l'intelligence artificielle qui est mobilisée dans le conflit, notamment dans les ciblages. Dans les ciblages de la pire des manières. Oui, alors justement, parce qu'il y a une enquête israélienne d'un média israélien qui a montré qu'effectivement, il y avait des questionnements quand même problématiques sur l'usage de l'IA dans le cadre des conflits armés. Alors, je reviens 2 secondes sur le 7 octobre, sur les faits qui sont établis aujourd'hui, qui montrent bien d'ailleurs qu'on n'est pas... La comparaison avec le 11 septembre est extrêmement intéressante. On sait aujourd'hui que la préparation du Hamas a été longue et qu'elle a été faite par des éléments extérieurs. Ils n'avaient pas les moyens techniques de monter une opération aussi importante et surtout d'arriver à contourner les systèmes de capteurs et d'alerte et de commandement de l'armée israélienne. Guillaume, vous pouvez expliquer pourquoi c'était si compliqué, pourquoi ils ne pouvaient pas le monter tout seul? Parce que ce qu'on montre toujours comme image... Parce que effectivement, les images qu'on montre... c'est une bande d'émeutiers qui traverse une barrière et puis qui fonce. Non, dans la réalité, il y avait tout un système de protection, ou plutôt d'enfermement de la bande de Gaza qui a été mis en place par l'armée israélienne avec des détecteurs, des systèmes de commandement, des unités spécialisées qui étaient prêtes à intervenir. Et c'est tout ça qui a été neutralisé. Il y a eu une manœuvre cyber très importante. Il y a eu la neutralisation de systèmes de commandement qui étaient très sophistiqués, qui ne sont absolument pas, je dirais, à la hauteur technique du Hamas. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu
un entraînement et une aide très forte de la part des Iraniens. Et par ailleurs, on se souvient qu'un an avant le déclenchement du 7 octobre, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, va voir les chefs du Hamas. Personne ne comprend, ce n'est pas le Hamas qui va leur fournir des obus de 155 mm. Donc on s'est tous demandé à l'époque qu'est-ce qu'il était en train de trafiquer. Il faut se rappeler qu'il y a une connexion très forte entre l'attaque du 7 octobre et le fait que le front en Ukraine est en train de se renverser. Et donc pour Poutine, c'est crucial qu'il y ait un deuxième front qui s'ouvre et qui emmerde les Américains. Et d'ailleurs, les effets ne se sont pas fait attendre. L'aide américaine s'est quasiment stoppée instantanément en Ukraine parce que les Américains ont été obligés de se concentrer sur la protection d'Israël. Par contre, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, parce que ça a été établi par des sources qui se croisent, c'est que Netanyahou a été prévenu à plusieurs reprises d'un fort risque d'intervention, ou plutôt d'action, de grande ampleur sur la bande de Gaza. Or, on sait très bien que Netanyahou ne l'a pas écarté parce qu'il voulait que ça se passe, il l'a écarté, je dirais, par connerie. Il l'a écarté parce qu'il a obligé les militaires israéliens à se concentrer uniquement sur la Cisjordanie, sur la colonisation de la Cisjordanie. Quand bien même ces militaires lui disaient, il y a vraiment un risque, et le fait que les Égyptiens et les Américains nous avertissent que le Hamas est en train de préparer quelque chose d'une certaine ampleur, normalement, Netanyahou aurait dû, s'il avait écouté ces conseils, dire ah, d'accord, on est obligé de détourner une partie des moyens, tant pis pour la colonisation en Cisjordanie. C'est un choix politique qu'il a fait, mais ça n'a jamais été un choix de on va profiter de l'événement du 7 octobre pour lancer autre chose. Non, ce qui est clair, c'est que c'est une vraie faillite stratégique, tout à l'heure on a utilisé le mot, de la part de la politique de Netanyahou qui était d'une grande brutalité, et qui faisait croire aux Israéliens que grâce à cette politique, il allait leur apporter de la sécurité. Or, jamais Israël n'a été confronté à une telle attaque de son histoire. Et donc, c'est bien une faillite de Netanyahou, et c'est ce qui explique peut-être aussi la violence de sa réaction, parce qu'il ne veut surtout pas être confronté à la responsabilité qu'il a dans le fait que cette attaque ait pu être commise, et que les Israéliens n'ont pas réussi à l'empêcher, alors qu'on sait que, comme dans un incendie, ce qui compte, c'est les réactions des premières heures. L'armée israélienne a réussi à réagir à peu près au bout de 4 heures. Au bout de 4 heures, c'est trop tard. On se rappelle de l'attentat du Bataclan, c'est fini. Les massacres ont été commis. Et donc, le drame est consommé. Et ça, c'est une très grave erreur de la politique de Netanyahou. Quant aux conspirationnistes, je vais leur envoyer à leur fantasme. La guerre fait suffisamment de dégâts pour croire qu'en plus, elle a été menée par ceux mêmes qui la subissent. Oui, non, ponctuellement d'ailleurs, pour aller dans le même sens, effectivement, pour la surveillance de la bande de Gaza, il avait déplacé des unités militaires, alors même qu'il avait été informé d'un risque potentiel émanant de Gaza. Et il les a déplacés en Cisjordanie à la demande des colons, en fait. C'était pour protéger les colons. Et là, on voit bien le logiciel qui est le sien. Donc là, on va dire c'est une logique politicienne. Mais sur le fond, de toute façon, il y avait une politique objective, une faillite, notamment dans le fait d'avoir favorisé le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Mais c'est précisément pour justement faire le jeu des colons. Donc on voit que tout se tient et qu'en réalité, d'une certaine manière, il y a une fausse fatalité dans ce qui est arrivé. C'est-à-dire que logiquement, il devait y avoir malheureusement quelque chose de catastrophique qui s'est produit. Et il sait très bien que s'il y a une commission qui est mise en œuvre, et il y en aura une, il aura des comptes à rendre. Alors vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il peut être poursuivi en justice au niveau international, ça demeure évidemment un point d'interrogation, mais au niveau interne, il peut tout à fait, normalement, il risque la prison, tout simplement. S'il est plus Pomini, il le sait. J'aimerais aussi peut-être ajouter un autre élément et donner peut-être aussi une lueur d'espoir sur ce droit qui est violé, qui est bafoué. C'est quelque chose qui a été inventé dès les conventions de Genève de 1949, ça s'appelle la compétence universelle. C'est-à-dire que n'importe quelle juridiction dans le monde peut se saisir et dire moi je suis compétent pour ce type de crime. Pour ce type de crime, parce que cette personne, elle est aujourd'hui ressortissante de l'État français, elle réside sur le territoire français, et qu'on peut monter un dossier parce qu'elle a été victime dans un conflit armé. Et ça, c'est un élément important. Il y a eu certaines affaires qui sont en cours aujourd'hui en France au tribunal de grande instance de Paris, notamment sur le conflit armé en Syrie. Il y en aura d'autres sur l'Ukraine et sur ce conflit armé. Et ça, c'est très important. Et il faut que chacun des citoyens connaissent le droit international humanitaire pour s'en saisir, parce que c'est eux aussi qui vont pouvoir le défendre.
Delgaz nous demande quelle serait une bonne sortie de crise sur le long terme. Bon, on a envisagé le fait que c'était pas pour tout de suite la sortie de crise. Cela étant, vous avez peut-être un avis sur la question, madame, messieurs. Premièrement, d'un point de vue militaire, c'est de stopper cette guerre. On sait tous que la guerre, c'est une vallée de larmes et de sang. Là, ça fait plus de 7 mois qu'elle dure. C'est une impasse. C'est un non-sens d'un point de vue militaire et les destructions sont catastrophiques. Après, la solution, pour moi, elle est politique. Alors, elle est nécessairement politique. Hein. D'ailleurs, c'est bien ça dont l'administration américaine est consciente. C'est d'où les pressions qui sont de plus en plus marquées, que ce soit du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, du secrétaire d'État. Mais le problème, il est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui apparaît. Alors, je vais être un peu, pessimiste, mais qui apparaît à bien des égards inextricable. Parce qu'en réalité, c'est le viatique des deux États coexistants, l'un côté de l'autre. C'est le viatique du droit international, d'ailleurs. Depuis, c'est le viatique réaffirmé par l'administration américaine, par les Européens. Mais sur le terrain, et c'est le problème, c'est le résultat de 20 ans de colonisation, notamment pour la Cisjordanie, en réalité, la possibilité concrète de parvenir à cette solution à deux États devient de plus en plus difficile, non pas intellectuellement, déjà qu'elle l'est intellectuellement pour certains acteurs, mais concrètement sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la viabilité d'un État, de deux États, apparaît très difficile à mettre en œuvre. Et effectivement, Netanyahou, le Premier ministre israélien, joue aussi sur le temps. Et le paradoxe de cette situation, c'est qu'il en arrive à un résultat que lui ne souhaiterait pas, c'est-à-dire la solution à un seul État. Sauf à considérer qu'il y ait une expulsion des Palestiniens d'un unique État en question. Alors, moi, je pense qu'il y a aussi certains vecteurs qui vont être déterminants dans les prochaines semaines. Il y a quand même une pression assez forte des organisations humanitaires qui réclament un cessez-le-feu et un accès humanitaire. Elles sont toutes alignées là-dessus. Il y a également aujourd'hui la justice pénale internationale qui s'en mêle. D'un côté, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Et puis, il y a un moment important qui se passe actuellement en Normandie avec des représentants de l'État qui se parlent, la présence quand même de l'Ukraine aussi. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, à mon avis. Et puis, il y a également, je pense, la voix des survivants, des familles, qui se fait entendre et qui n'a pas fini de se faire entendre. Donc ça, ce sont des vecteurs qui peuvent permettre une pression, en tout cas, rajouter une pression, donc, en plus du politique, en plus de la diplomatie humanitaire, en plus du volet politique et du juridique. Donc on voit bien que tous ces vecteurs se mettent en place et peuvent permettre de dégager quelque chose ou un acteur, un intermédiaire qui va ouvrir la voie pour une négociation. David, je vous vois dubitatif. Non, sur le fond, c'est une nécessité. Hein. C'est la question d'ailleurs, c'est pour ça que Joe Biden a parlé d'une autorité palestinienne revitalisée pour qu'il y ait une alternative, qui soit crédible. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas, c'est le problème, justement. Et ça fait le jeu, évidemment, de Netanyahou. C'est le fait qu'il n'y ait pas... L'alternative, c'est que si c'est le Hamas, c'en est pas une. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est là-dessus, qui a été renouvelé d'ailleurs par le président français, en parlant d'une autorité renouvelée, justement. C'est le véritable enjeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de nouveaux interlocuteurs de part et d'autre pour tracer un horizon politique. Il n'y a que ça qui peut effectivement offrir une sortie de crise potentielle, même si ça sera très difficile à mettre en œuvre, parce qu'on est loin de ce qu'on appelait les accords d'Oslo de 1993. On en est très loin. La situation sur le terrain a beaucoup changé, mais c'est effectivement la seule solution. Les célibataires dans le chat, salut célibataire, merci d'être avec nous, merci pour ta question qui pose une question très simple, est-ce que Benyamin Netanyahou compte bombarder le Liban? Question pour vous Guillaume. Alors, le problème c'est qu'il vous n'êtes pas Madame Irma, vous n'êtes pas de boule de cristal. Hein. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il aura intérêt à le faire? La question est intéressante, mais il le fait déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des bombardements du sud Liban, il y a déjà eu des actions autour de Beyrouth. Pour l'instant, il ne bombarde pas massivement. Et surtout, le Hezbollah ne déclenche pas une offensive. Parce que je rappelle que contrairement au Hamas, le Hezbollah a une vraie armée. Et là, c'est pas du tout le même conflit dont on parle. Hein. Là, quand Netanyahou nous explique que les bataillons du Hamas, c'est une plaisanterie. Il n'y a jamais eu de structure organisée dans le Hamas. C'est une armée de fantômes, de miliciens, chaotiques,
totalement, pardon du gros mot, bordélique. Et c'est pour ça qu'on a été très étonné de l'attaque coordonnée du 7 octobre, parce qu'encore une fois, ce n'était pas à leur portée. Ce n'est pas à la portée d'un truc qui est totalement anarchique dans son organisation. Et donc je rappelle que les chefs ne sont pas sur la bande de Gaza, mais au Qatar. Donc on voit bien que c'est une organisation tentaculaire et je dirais presque sur un mode de fonctionnement mafieux. Alors que le Hezbollah, c'est une armée très classique, très conventionnelle, avec des chars, avec de l'artillerie, avec des missiles, avec des soldats qui sont organisés, structurés. Et donc s'il y avait une guerre qui se déclenchait contre le Hezbollah, ce que pour l'instant l'Iran a retenu, parce que les Américains ont prévenu qu'ils n'accepteraient pas que le conflit escalade. La question, c'est jusqu'où va aller Netanyahou pour essayer de provoquer cette guerre, alors que manifestement, le Hezbollah a comme instruction de l'Iran de ne pas aller plus loin à ce stade. On a eu très peur quand il y a eu l'échange de missiles entre Israël et l'Iran. On se souvient quand même qu'il y a eu une provocation de Netanyahou, alors que son état-major avait prévenu que tirer en Syrie sur un local considéré comme un local diplomatique par la Syrie, c'était une provocation. On se souvient que la vague de 300 lanceurs qui ont été tirés contre Israël était clairement chorégraphiée, c'est-à-dire que les Israéliens avaient été prévenus, les Américains ont mis en place une bulle de protection qui a permis de ne pas saturer le dôme de fer, mais le message était très clair de « on pourrait faire bien pire et vous ne pourriez pas contrer ». La réponse d'Israël a été intéressante, parce qu'elle a été très discrète. Israël a tiré simplement quelques drones à partir du territoire de l'Iran, juste pour rappeler à l'Iran que si on jouait à ça, le territoire iranien est 70 fois plus vaste que le territoire israélien et serait incapable de se défendre contre une vague de missiles. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités d'escalade dans la région sans fin. Est-ce que c'est vraiment leur intérêt d'aller là? Et c'est là où Netanyahou est inquiétant, parce que je pense que dans sa logique jusqu'au boutiste, il est prêt à lancer, ne serait-ce que pour entretenir la guerre. David ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incrémentation des frappes et des répliques. Et là, ce qui est nouveau, alors effectivement, on va dire le Hezbollah a fait preuve pour l'instant de ce qu'on peut qualifier de patience stratégique, à l'instigation de Téhéran, qui est dans un calcul rationnel au niveau régional. Mais quand on regarde ces dernières semaines, et particulièrement ces derniers jours, il y a quand même des éléments qui sont inquiétants, notamment le fait qu'il y a l'utilisation par le Hezbollah de nouveaux types de drones. Et ce qui peut accentuer la difficulté, c'est que aujourd'hui, Tsahal n'a plus tout à fait le monopole de la maîtrise du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème pour les Israéliens. Et ça peut être un élément aussi qui peut enclencher une dynamique militaire, parce que c'est considéré comme inacceptable. Schninkel vous demande davantage qu'à moi. Est-ce que ce conflit aura un réel impact, un impact important sur l'Europe? C'est la dernière question et après je vous libère, je vois qu'on a passé l'heure. Peut-être pour vous, Caroline? Oui, on le voit déjà en fait. Le conflit armé, il est en quelque sorte exporté sur notre propre territoire. On en parle, on s'empare de la question. Il y a énormément de débats. On voit également de plus en plus d'éléments qui viennent perturber via des ingérences. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui va devenir omniprésent. C'est une nouvelle manière aussi de faire la guerre. Donc c'est ça le risque aujourd'hui. Et c'est important peut-être aussi de rappeler, attention, ce droit international humanitaire dont on parle, il se passe dans les zones de guerre. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation de paix. On n'est pas dans une situation de conflit armé en France. Et il ne faudrait pas que ce droit s'applique, parce qu'il n'est pas protecteur, il ne protège pas tout le monde. Il autorise le combat, le fait de tuer, le fait de blesser. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. 19h02, passé de 23 secondes sur France Info, c'est l'heure du mot de la fin, chers amis. Le mot de la fin, David. Le mot de la fin, il faudrait que ce soit la fin des conflits. Mais pour l'instant, on en est loin. Les paramètres ne sont pas réunis. Et c'est ça qui évidemment, est préoccupant aujourd'hui. Guillaume Ancel, le mot de la fin? Moi, ce que je souhaite, on est en train de commémorer le 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Europe. Et on est face à une autre guerre, c'est la guerre en Ukraine. On ne pourra pas la régler si on n'arrive pas à éteindre ce conflit-là. Le conflit du Proche-Orient est intimement lié
au conflit en Ukraine et à notre capacité à gérer plusieurs conflits. Donc pour moi, il y a une urgence absolue au fait qu'il faut sortir de cette confrontation armée. De toute façon, elle n'apportera aucune solution au sujet politique éminemment historique et complexe que connaît le Proche-Orient. Mais cette guerre ne résoudra rien. Caroline, le mot de la fin. Et puis pour terminer, donc je vous ai dit une centaine de conflits armés aujourd'hui. On n'en a jamais eu autant, avec des besoins humanitaires qui sont monstrueux. Donc attention à ce qui va se passer prochainement. On est en train de construire notre futur. Et le regard, il va se tourner soit vers la guerre, soit vers la paix. Il va falloir faire des choix. 19h03, passé de 36 secondes. Merci Caroline Brandao, merci Guillaume Ancel, merci David Rigoulet-Hérault. Je vous remets entre les mains de Mathis, qui sont des mains bienveillantes, agiles, lestes et sympathiques. Je vous chasse du plateau, Manu Militari in extenso. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, d'avoir répondu aux questions du chat. Et je vous chasse puisque j'ai mes 3 prochains invités qui vont prendre votre place, puisqu'on a encore 1 heure de stream à passer ensemble. Et quel plaisir de vous avoir dans le chat. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. On quitte la bande de Gaza, la frontière libanaise, les canons qui tonnent, les civils qui meurent et la tectonique de la géopolitique moyen-orientale pour aller jeter un œil du côté des élections européennes, avec les Pays-Bas qui ont donné le coup d'envoi de cette longue séquence électorale qui va s'achever dimanche, jour de vote en particulier en Allemagne et puis bien sûr chez nous en France. Bonsoir Théo Bourgeot-Rigonze. Bonsoir. Salut les amis, bienvenue. Vous avez de l'eau, vous avez des gobelets, prenez-en des nouveaux bien sûr. Remettez les bouteilles en dessous, sinon elles vont apparaître au milieu de votre torse et c'est vraiment pas joli sur le plateau. Pardon pour l'accueil un peu abrupt, c'est toujours un peu le cas quand il y a 2 plateaux qui se croisent. Merci de vous être transporté au studio 3F74 pour passer cette heure avec nous. Théo, vous êtes journaliste à Euractiv. C'est bien ça. C'est quoi Euractiv ? Euractiv, c'est un média, c'est un réseau de journalistes partout en Europe qui se charge de couvrir dans la plus fine subtilité l'actualité européenne. Et moi, je travaille au bureau de Paris, donc je couvre l'actualité européenne d'un point de vue français. Salut Théo, bienvenue. À vos côtés, André Vétaz, on se connaît déjà, vous étiez déjà venu. On se tutoie ou on se vous voit ? On se tutoie ou pas ? On peut se tutoyer. Ça vous va ? On se tutoie, on se tuvoie. Ah oui, oui. Allez, Re-salut Audrey. Toi, tu es l'autrice du podcast Trait d'Union et tu es journaliste à Public Sénat. Oui, c'est ça. À tes côtés, Thierry Chopin. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Conseiller spécial de l'Institut Jacques Delors et professeur invité au Collège d'Europe à Bruges. Bienvenue à tous les 3. Une première question. Mes questions ne sont pas attribuées. Répond qui veut. On peut se couper la parole dans la limite du propos courtois et intelligible, mais je suis sûr que vous allez faire cet effort. Il y a 450 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes. Et ce matin, ce sont donc les Pays-Bas qui ouvrent le bal. Parce qu'en matière électorale, comme pour le reste, il y a des règles communes, mais elles ne sont pas toutes communes. Peut-être une question pour toi, Audrey, je crois. Oui, en effet, les Pays-Bas votent dès aujourd'hui, donc jeudi, parce qu'en fait, il y a une tradition électorale aux Pays-Bas. On a des règles communes, mais après, chacun fait un petit peu à sa sauce. Et aux Pays-Bas, on ne vote pas le vendredi, samedi, dimanche, parce qu'on laisse le temps aux gens de pratiquer leur religion, et aussi parce que le week-end, c'est fait pour se reposer. Donc on vote en semaine en général, pas le lundi, parce qu'il faudrait organiser les élections le week-end. Donc c'est plutôt en semaine. En général, c'est le mercredi. Là, c'est le jeudi, je pense, pour des questions d'organisation, parce qu'après, il y a tous les autres qui votent après. Donc c'est la raison pour laquelle les Pays-Bas ont commencé aujourd'hui. Thierry, est-ce qu'il y a un élément commun dans les aspirations ? J'ai des grandes questions larges de journalistes au début, après on va rentrer plus précisément. Est-ce qu'il y a un élément commun dans les aspirations des citoyens membres de l'Union là, à l'aune de cette élection ? Quand on regarde en fait les enquêtes d'opinion, il y a effectivement un certain nombre de thèmes communs qui reviennent. D'abord les questions socio-économiques, et c'est pas complètement hasard. On sort d'une période de forte inflation, donc même s'il y a un reflux très clairement, cette question du pouvoir d'achat, de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages en fait est quelque chose qui revient assez fortement dans l'ensemble des pays membres. La santé. Et très clairement, c'est aussi un effet des crises récentes et notamment de la pandémie. La question climatique reste en fait une question importante, même si elle a reculé dans les attentes, en fait, en tout cas telles qu'elles sont exprimées par les citoyens depuis 2019. Et ensuite, il y a des thèmes évidemment qui arrivent dans la liste de ces priorités, mais qui ont une importance variable en fonction des États membres. Je pense notamment à la question de l'immigration, dont on voit qu'elle est une question importante dans un pays comme la France, mais qui en moyenne, en fait, au niveau européen, arrive en 7e position. Donc il y a aussi des variations nationales qu'il faut prendre en considération. Théo ? Oui, pour rebondir, il y a aussi la question de la guerre en Ukraine et c'est assez intéressant de voir que dans l'Eurobaromètre, qui est un peu cette enquête faite par le Parlement européen sur des dizaines de milliers d'Européens plusieurs fois par an, ce qu'on voit, c'est que la question de la sécurité et de la défense européenne arrive en haut de la liste, en 4e de mémoire, ce qui ne s'est jamais forcément vu auparavant. Et on le voit d'ailleurs, c'est particulièrement fort dans les pays baltes et dans ces pays qui partagent une frontière avec la Russie, puisque le risque, il est palpable et ils savent ce que c'est que d'être sous le joug de la Russie. Donc la question de l'Ukraine, pour rajouter à
ce qu'a dit Thierry est cruciale et de plus en plus importante. Audrey, tu souscris ? Oui, je suis totalement d'accord sur le fait que c'est vrai, quand on est un pays frontalier de la Russie, évidemment, il y a cette question qui est beaucoup plus importante. Moi, je l'ai vu, j'étais en reportage en Estonie, et en fait, là-bas, c'est vraiment beaucoup plus important. Chez nous, ça nous paraît beaucoup plus loin. Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Tu es revenu dans tes bagages avec quoi? Il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est en fait devant l'ambassade de Russie à Tallinn, l'ambassade, elle est protégée par des grilles, et il y a plein de messages de haine envers Poutine, des caricatures, il y a plein de messages de soutien à Navalny aussi. Il y avait des fleurs de partout, même après plusieurs semaines après son décès. Et il y avait aussi des petites chaussures pour faire penser à la guerre en Ukraine, et aussi beaucoup d'insultes. Et ça m'a vraiment surprise, parce que je me suis pas baladée devant l'ambassade de Russie en France, mais je pense qu'il n'y a pas autant de messages, et c'est pas un endroit où les gens déversent leur haine. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une différence quand on est un pays frontalier ou quand on est à plusieurs milliers de kilomètres. Thierry, je te vois acquiescer. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec ça. Je parlais de variation nationale tout à l'heure. Très clairement, sur la question de la guerre en Ukraine, l'effet de proximité, en fait, joue, l'effet de proximité géographique. C'est le cas, évidemment, pour les pays baltes, c'est le cas aussi pour les pays centro-européens, qui ont une très forte sensibilité, alors non seulement historique, mais aussi géographique, vis-à-vis de cette question. De manière plus générale, d'ailleurs, au-delà de la question de la guerre en Ukraine, je pense que ce qui caractérise aussi, en fait, le contexte dans lequel ces élections ont lieu, et évidemment, ça impacte les opinions publiques, où qu'elles soient, c'est quand même finalement un monde en fait très instable dans lequel les Européens vivent, un monde qui est de plus en plus conflictuel. Je pense qu'on peut, sans risque de trop se tromper, dire que finalement le degré de conflictualité du monde dans lequel on vit n'a jamais été aussi fort depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quand même un élément qui vient rendre très spécifique, me semble-t-il, cette élection. Audrey, tu voulais intervenir? Ah non, pas forcément. Juste un mouvement du bras. Non, une question de Shunt, pourquoi, pour toi, tu vas y répondre par oui, pardon. Au fait, il n'y a qu'un tour pour les européennes, la réponse est oui. Oui, un seul tour, ce sera dimanche, donc n'attendez pas le second tour, il n'y en aura pas. Qu'est-ce que ça provoque, le fait qu'il n'y ait qu'un tour? Et pourquoi il n'y a qu'un tour, d'ailleurs? Parce que c'est un vote à la proportionnelle, et en fait c'est chaque liste qui fait plus de 5% qui obtient des députés. Ça aussi c'est important de le souligner, parce qu'on parle de plusieurs autres pays, c'est pas le cas dans d'autres pays. Tu peux peut-être expliquer, peut-être faire un petit encadré là, qu'est-ce que ça, il y a combien de personnes, comment ils vont être élus, Alors, pour ceux qui découvrent là les élections européennes, et on a encore quelques jours là pour que les gens s'inscrivent. Je ne sais pas si on peut encore s'inscrire d'ailleurs sur les listes électorales. Non, on peut plus s'inscrire. Je pense que c'est terminé. Bon, vous venez de vous inscrire, et tant mieux, donc vous écoutez Audrey. Audrey, pardon. Alors il y a 38 listes. Comme ça, je te refile le... qui ont chacune 81 noms, avec la parité qui est respectée. Et il va falloir donc voter pour une de ces listes. On n'a pas le droit de voter pour deux listes, on n'a pas le droit d'en mettre deux dans l'enveloppe. Donc vous allez avoir des feuilles A4. Vous allez peut-être pas avoir tous les 38 bulletins, parce qu'en fait ça coûte très cher de faire ce qu'on appelle la propagande. Ça coûte à peu près 800 000 € de tout faire. Donc il y a des listes beaucoup plus modestes qui demandent aux gens d'imprimer leur propre bulletin sur Internet. Donc on va glisser ce bulletin, on n'en glisse qu'un. On ne rature pas de nom, c'est vraiment, en France, c'est 81 noms, on met une liste dans l'enveloppe et on vote pour une liste. Et ensuite, les listes, en fonction des voix qu'elles vont obtenir, du pourcentage de voix, elles vont avoir un nombre d'eurodéputés donné, sachant que pour avoir des eurodéputés en France, il faut faire au moins 5%. Si on fait 4,9, c'est éliminatoire, on n'a aucun eurodéputé. Pacomeux demande dans le chat, 5%, ce n'est qu'en France? Alors oui. ça, je sais pas, pardon. Oui, en fait, c'est relatif à la taille de la population. Donc, si vous prenez l'Allemagne, qui est le plus grand pays en termes de population en Europe, je crois qu'un député est élu à partir de 0,6%. Donc, ça change. Et de la même manière que dans un pays comme l'Estonie ou comme les plus petits pays baltes, ce ne sont que quelques 5, 6, 10 députés qui peuvent être élus en tout. Là où pour nous, c'est 81 qui vont être ensuite répartis à travers les différentes listes, bien évidemment. En France, on s'abstient malheureusement traditionnellement un peu beaucoup. Ça se passe comment ailleurs? Bon, par exemple, en Belgique, le vote est obligatoire, mais le vote n'est pas obligatoire partout. Comment ça se passe ailleurs, Thierry? D'abord, je pense qu'il faut rappeler que... Et puis d'ailleurs, quels sont les ailleurs dont on pourrait parler? Parce qu'il y a plusieurs ailleurs, je crois. Ça, c'est certain. D'abord, peut-être rappeler qu'en 2019, il y a eu, pour la première fois, puisque les élections européennes en fait ont été au suffrage universel direct. Je pense que c'est important de le ressouligner et encore. Donc depuis 1979, il y a eu une décrue en fait de la participation électorale jusqu'à 2019 en fait exclue.
À partir de 2019, en fait, les citoyens ont enrayé cette baisse de la participation électorale et donc il y a eu une augmentation sensible de 8%. Aux élections européennes de 2019. À ce moment-là, en moyenne au niveau européen, un Européen, un électeur, une électrice en fait sur deux a voté. On était à 50,95 ou 97%, quelque chose de cet ordre-là. Pour ce qui concerne la France, on était vraiment pile dans l'étiage européen. Et ensuite, effectivement, vous avez des pays qui étaient en dessous, vous avez des pays qui étaient au-dessus. Les pays qui sont au-dessus, alors vous avez effectivement des pays où le vote est obligatoire, c'est le cas de la Belgique, c'est le cas du Luxembourg aussi. Vous avez des pays où le vote n'est pas obligatoire, mais qui étaient assez largement au-dessus, le Danemark. De mémoire autour de 65-66% si je ne me trompe pas. Et puis vous avez pas mal de pays qui étaient en dessous des 50% pour des raisons qui peuvent être très diverses. Vous avez des pays qui sont traditionnellement eurosceptiques. Les Britanniques avaient voté en 2019, ils n'étaient pas sortis, et le Brexit n'avait pas eu lieu. Les Britanniques votaient assez peu en fait pour les élections européennes. De la même manière, mais pour des raisons différentes, dans les pays d'Europe centrale, orientale, baltique, on en parlait d'ailleurs ensemble avant de commencer cette émission, ce sont des pays où on vote assez peu aux élections européennes, mais aussi, et de manière générale, en fait, aux élections nationales. Pour quelles raisons ? Sans doute pour des raisons de trajectoire historique. Ce sont des pays, en fait, qui ont découvert ou recouvré, en fait, la démocratie après l'effondrement de l'Union soviétique, à partir du moment où ils sont devenus ou redevenus, en fait, indépendants et qu'ils ont redécouvert la souveraineté de la démocratie. Et donc, ils sont moins familiers avec l'exercice du vote, l'appropriation finalement des mécanismes de la démocratie électorale représentative est sans doute moins fort dans ces pays-là encore aujourd'hui par comparaison avec d'autres pays membres de l'Union européenne. Et si je peux rebondir juste sur ce à quoi on peut s'attendre pour 2024, c'est une explosion de la volonté du taux de participation, puisque de 50,66, mais bon, en 2019, on pourrait monter jusqu'à 60% selon le dernier Eurobaromètre. Et c'est vrai que dans les pays baltes qui n'ont pas forcément cette culture du vote, comme tu viens de le rappeler Thierry, il y a une réelle volonté de s'affirmer et d'aller aux urnes, parce que la guerre en Ukraine, surtout dans ces pays-là, ces pays frontaliers, est particulièrement importante. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'Estonie et sa première ministre qui s'est très puissamment positionné. Donc on peut s'attendre à une plus haute participation. Je crois que la participation en France risque d'être à peu près similaire à ce qu'on a pu voir en 2019. Audrey ? Je pense qu'il y a aussi une manière d'envoyer un message parce que finalement, même si ce n'est pas vraiment une compétence de l'Union européenne, la défense, si on envoie des eurodéputés qui sont pour une Europe de la défense beaucoup plus forte, ça aura des incidences après sur la composition de la Commission, la composition de certaines commissions au Parlement européen et ça enverra un message de toute manière aux chefs d'État et de gouvernement. Peut-être un mot pour... Prenez la parole librement si vous voulez la prendre. Pour compléter ce qui a été dit. Quand il y a un blanc, je vous relance. Mais... Ça marche. Notamment ce qui a été dit par Théo tout à l'heure sur effectivement l'intérêt accru a priori en fait pour ces élections. Ce qu'on voit dans beaucoup de pays européens, moins en France. On pourra s'interroger sur les raisons qui expliquent ça. Mais de manière générale, oui, il y a eu un accroissement de la participation en 2019, on l'évoquait ensemble tout à l'heure. Ça pourrait être encore en fait davantage cette fois-ci. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant en fait à décrypter. Peut-être qu'on peut y voir, c'est encore un peu tôt et ce sont des hypothèses en fait à ce stade, mais peut-être d'abord en fait l'effet des crises récentes et d'actions européennes qui a pu être conduite en complément de celle des États pour répondre à ces crises. La pandémie, l'invasion russe en Ukraine et puis aussi la crise énergétique qui a quand même beaucoup marqué les Européens. Il y a peut-être aussi un effet de ce qu'on pourrait appeler la normalisation de la vie politique européenne. C'est-à-dire pendant très longtemps, ce qui structurait finalement cette vie politique européenne, c'était grosso modo le clivage en fait pro-anti-union. Là, ça me semble beaucoup plus complexe en fait en réalité aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de débats sur l'orientation des politiques européennes à mener par rapport justement aux grands défis à résoudre. Et là, évidemment, il y a toute une diversité, il y a une palette en fait de positionnements possibles, d'origine idéologique, partisane diverses, de gauche, de droite, libérale, écologiste, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc. Et je trouve que peut-être pour la première fois, on verra ce qui se passera encore une fois dans les urnes entre aujourd'hui en fait et dimanche, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue et qui pourrait peut-être rendre compte et expliquer cet accroissement de l'intérêt et possiblement de la participation électorale à l'occasion de ces élections. Et pour rebondir là-dessus, pour rajouter à ce que tu viens de dire, il y a cet aspect d'ordre
organisationnelle de la vie politique dans certains États membres, c'est que l'élection européenne se tient au même moment qu'une élection fédérale, législative, nationale. On le voit en Bulgarie, on le voit en Slovaquie, on le voit en Belgique. Et donc, je ne sais pas à quel point c'est une volonté de faire sortir les citoyens pour plus d'une seule raison, surtout dans un cadre où l'élection européenne n'est pas forcément l'élection qui attire le plus pour commencer. Donc, je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de faire sortir les gens. Le revers de cette médaille, et ça on le voit beaucoup, c'est qu'en fait, les débats de plus en plus sont d'ordre nationaux et non pas européens, se focalisent sur des questions qui ne concernent pas forcément le Parlement européen, qui ne concernent pas forcément l'avenir de l'Europe. Et la question européenne est peut-être mise un petit peu marginalisée, dirons-nous, pour des aspects plus domestiques, plus nationaux, à l'aune de ces élections nationales ou régionales. Oui, en Belgique, par exemple, il y a 3 élections en même temps. Il y a les élections régionales, il y a les élections fédérales et il y a les élections européennes. Et ce qui fait qu'il y a plein d'affiches qui sont placardées. Et en fait, quand on regarde, on n'arrive pas vraiment à voir qui est candidat pour qui. C'est écrit 3e à la région, 3e à l'Europe, mais c'est dans un espèce de fouillis de murs de campagne. Et les gens saisissent pas forcément les différents enjeux et qui est candidat pour qui. Et je sais notamment que c'est une volonté de l'État à Chypre. Ils ont fait exprès de faire toutes les élections en même temps pour pousser les gens à se mobiliser parce que sinon il y avait trop d'abstention. Et donc là, ils vont voir un peu le résultat et voir surtout si les gens ont réussi à comprendre finalement les différents enjeux des différentes élections. Mais ça a été un vrai choix politique. Dans le chat, il y a Pacôme qui persifle, qui dit 2005, c'est peut-être la raison de l'abstention. Je te vois, je t'entends souffler, Théo. Ah non, je soufflais pas, mais c'est effectivement. Cette question allait revenir de toute façon à un moment ou à un autre dans le chat. Il y a beaucoup de gens qui disent ça aussi. C'est crise de défiance vis-à-vis de l'Europe parce que 2005. Et tu peux peut-être rappeler ce qui s'est passé en 2005. En fait, pour revenir à 2005, il y a eu une série de volontés de la part de l'Union européenne de renforcer une certaine forme de fédéralisme qui était par le traité de Nice et en fait de 2003. Et en 2005, il y a eu la volonté de rédiger les contours d'une constitution européenne. Ce projet de constitution européenne a été présenté dans 2 pays par le biais référendaire, qui est la France et les Pays-Bas, et ces 2 pays l'ont rejeté. Et en fait, l'argument est que depuis 2005, il y a eu une certaine série de traités, notamment le traité de Lisbonne de 2007 ou 2009, qui auraient entériné dans la loi européenne ce contre quoi les Français se sont positionnés en 2005. Et donc du coup, il y a cet argument qui revient et qui est très fort et qui est très puissant et qui est repris probablement plus du côté des extrêmes, mais des 2 côtés, 2005 a été un déni de démocratie. C'est probablement plus vrai en France et aux Pays-Bas que ça ne l'est, où c'est passé par des biais parlementaires. Est-ce que c'est le début de l'abstention ? Je ne sais pas, mais je pense que c'est un... Tu dis non, je ne pense pas. Mais en tout cas, a vraiment commencé à se poser la question de quelle démocratie européenne, comment celle-ci s'intègre dans notre vie politique nationale, et à quel point est-ce qu'on n'en fait pas, ou pas assez ou trop. Thierry. Oui, sur ce point-là, je pense précisément que les élections européennes, en fait, restent des élections importantes parce que, encore une fois, c'est la seule institution, le Parlement européen, qui est élu au suffrage universel direct. Et que la démocratie, c'est naturellement, le référendum fait partie des outils de la démocratie participative. La démocratie, c'est aussi une démocratie représentative et d'élire, évidemment, ses représentants pour faire des choix législatifs, budgétaires pendant la durée d'une législature. C'est évidemment très important. Parce que ça permet de peser finalement sur l'orientation des politiques qu'on veut mener. Je pense que là où il y a peut-être une difficulté, peut-être dans notre pays plus spécifiquement qu'ailleurs, pour comprendre l'importance, saisir en tout cas l'importance des enjeux politiques d'un scrutin comme celui-là, c'est qu'on est dans un pays où finalement notre organisation constitutionnelle, en fait, juridique, donne des pouvoirs incroyables en fait à l'exécutif. Non seulement évidemment au gouvernement, mais surtout en fait au président de la République. La conséquence de ça, au niveau national, stricto sensu, ça a été de dévaloriser en fait le Parlement, du fait aussi du mode de scrutin majoritaire.
La conséquence, c'est que, à mon avis, dans la perspective d'une projection de ce modèle-là en fait, à l'échelle européenne, parce qu'il me semble que cette logique de projection, elle caractérise assez bien le rapport de beaucoup de Français en fait, à l'Union européenne, eh bien, pour nous, ce qui compte, grosso modo, c'est ce qui relève de l'exécutif européen, c'est-à-dire à la fois la Commission européenne, le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Finalement, pendant très longtemps, dans un pays comme la France, à la différence d'autres pays, je pourrais en dire un mot rapidement dans un instant, il y a l'idée que le Parlement européen, c'est un peu secondaire. Et finalement, avec l'autre institution législative qui codécide avec le Parlement européen, qu'on appelle le Conseil des ministres, où siègent nos ministres nationaux en fonction des sujets qui sont votés, tout ça, c'est quand même un peu secondaire par rapport à la Commission et au Conseil européen. Donc ça, je pense que c'est un élément qui explique aussi, disons, une forme de réticence, de relatif désintérêt, en fait, des Français pour cette élection-là. Ce qu'on ne voit pas du tout de la même manière dans d'autres pays membres de l'Union européenne qui se caractérisent par des cultures parlementaires beaucoup plus fortes qu'en France, où le pouvoir exécutif est contrôlé de manière beaucoup plus forte qu'en France par le Parlement national. Et d'ailleurs, au niveau européen, vous avez des parlements nationaux qui contrôlent le gouvernement avant qu'il aille négocier à Bruxelles. Le gouvernement devant rendre compte, après la négociation à Bruxelles, des décisions qu'il a prises, des compromis qu'il a noués avec ses partenaires. Et ça, c'est pas du tout dans la culture politique française. Donc, on est aussi dans un système hexagonal qui était en quelque sorte orthogonale avec la manière dont politiquement et institutionnellement fonctionne le système politique européen. Et c'est peut-être ça aussi un élément d'explication à ce type de commentaires, de réactions, tout à fait légitimes par ailleurs. Il y a Super Pumpy qui dit, enfin bon pardon, non, on peut pas comprendre si je lis tout, si je vous lis pas tout, et je vais pas tout lire, c'est trop long. Bon, vous dites, quand j'épingle les messages dans le chat, ça veut dire que je vais poser la question. En fait, c'est pas un modérateur qui le fait, c'est moi, parce que voyez-vous, je vous lis dans le chat. Il y a Spécy qui dit, il y a aussi très peu de campagnes d'information sur le fonctionnement de ces élections européennes et l'utilité de ce Parlement, ce dont tu parlais Thierry. À croire que ça arrange certaines personnes que les votants restent ignorants. Alors la deuxième partie de la question, pourquoi pas, mais sur les campagnes d'information, il est vrai qu'en France, alors cette année c'est peut-être un peu moins le cas, ou c'est peut-être parce que moi j'ai ce prisme depuis la maison de la radio de ma rédaction, j'ai l'impression qu'on en parle plus qu'avant. Comment ça se passe dans les autres pays ? Est-ce qu'on en parle davantage ? Est-ce que ça occupe davantage la scène médiatique des élections européennes ? C'est à peu près égal ? Moi, j'ai l'impression qu'on en parle plus dans les autres pays. En tout cas, on en parle plus dans les médias qu'on peut le faire en France. Ça, c'est un fait. Il y a eu des comparatifs qui ont été faits, notamment des rapports à l'Assemblée qui ont été faits pour comparer un peu la manière dont on traitait le sujet en France ou dans les autres pays. Donc là, il y a peut-être une autocritique à faire. Après, j'ai l'impression, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai le nez dedans, que pour les élections, là, on en a pas mal parlé. Peut-être pas assez, mais en tout cas, on en a parlé. Et peut-être pour continuer à faire de la pédagogie sur le rôle du Parlement, il y a un point qui est hyper important et qui peut être important à saisir dans le fait d'aller voter, c'est qu'en fait le Parlement, il a aussi une mission de contrôle de la Commission européenne et notamment de validation de la présidente ou du président de la Commission européenne qui est le prochain et aussi des commissaires. Et donc c'est comme si vous imaginiez Gabriel Attal et tout son gouvernement qui devait se faire valider par l'Assemblée nationale. Donc en gros, ils peuvent retoquer les ministres, peuvent retoquer les commissaires. Donc ça c'est quand même très important. Avec un système d'audition, avec un système d'audition, mais non, mais c'est très important. Donc en fait, ils ont un grand oral à passer. Et parfois, il y a des candidats, d'ailleurs, récemment, qui sont évacués. Et en 2019, la candidate qui était proposée par la France a été retoquée par le Parlement européen. Elle a passé plusieurs auditions et à la fin, c'était non, vous choisissez quelqu'un d'autre. Donc il y a quand même ce côté de contrôle qui est très important. Et ça peut même amener, et ça s'est passé à la fin des années 90, au fait que le Parlement pousse la Commission, mais toute la Commission, à démissionner. Donc voilà, il y a quand même ce côté où c'est vrai qu'on dit beaucoup que le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir parce qu'il n'a pas le pouvoir de décider d'une loi, de dire on fait cette loi ou pas, mais il a ce pouvoir de contrôle qui est très important. Là, Thierry, non. J'ai un bémol quand même sur ce point. C'est le premier de mais vous avez le droit de ne pas être d'accord de temps en temps. Non, mais c'est une question factuelle en fait. Et c'est peut-être l'occasion simplement aussi de continuer le travail de pédagogie qu'on a commencé à faire tout à l'heure. Mais les eurodéputés en fait, qui siègent au Parlement européen, donc les Français vont élire pour 81 d'entre eux dimanche, exercent trois grands types de fonctions. La première, c'est une fonction législative. Alors, il est vrai que le Parlement européen n'a pas
le pouvoir de proposer en fait des lois européennes, c'est ce qu'on appelle techniquement des directives, des règlements. C'est la Commission qui fait ça. Et ça, c'est une différence majeure avec la manière dont ça se passe au niveau national, où le gouvernement peut proposer des lois, mais aussi le Parlement. Même si dans la réalité, les lois d'origine gouvernementale sont beaucoup plus nombreuses que les lois d'origine parlementaire. Deuxième, mais par ailleurs, sur le plan législatif, le Parlement européen est un décideur, c'est-à-dire qu'il vote la loi européenne. Je voulais dire proposer au lieu de décider, c'était ça. Donc voilà, juste, pour juste lever l'ambiguïté, hein, il faut bien le rappeler, être tout à fait clair là-dessus. Le Parlement européen vraiment vote la loi et ces lois, dans certains secteurs, en fait, elles sont très, très importantes. La deuxième fonction, c'est qu'il vote en fait le budget. Alors, quand on dit qu'il vote le budget annuellement, c'est qu'il vote les dépenses qui sont liées au budget. Les dépenses liées au budget, c'est par exemple les dépenses agricoles, qui sont très importantes en France. C'est 10 milliards d'euros par an, un petit peu moins en réalité. Et puis, il exerce aussi, ce Parlement européen, des fonctions de contrôle politique et démocratique. Et effectivement, le cas typique, ce qu'on disait en fait tout à l'heure, c'est-à-dire le contrôle de la composition de la Commission. Et moi, par exemple, à titre personnel, je rêverais qu'en France, le Parlement contrôle la composition du gouvernement. J'aimerais ce système d'audit. Et j'aimerais rajouter deux choses. D'abord, revenir sur la deuxième partie de la question qui dit est-ce que c'est une volonté de la part du gouvernement de cacher un petit peu le fonctionnement ? Je pense que ça ne l'est pas du tout et c'est ça, pour rebondir sur ce que disait Thierry il y a quelques minutes, je pense que le fonctionnement du Parlement européen, qui est foncièrement un fonctionnement parlementaire basé sur le consensus, où on est dans la négociation, on est dans le débat extrêmement profond et on n'est pas du tout dans un affrontement qui peut parfois être un petit peu binaire comme on le connaît à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense qu'il est compliqué de comprendre. En fait, ce sont deux approches politiques tellement différentes que je pense qu'il est compliqué de les expliquer. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, et on s'efforce, du moins ce soir, à 3 jours des élections, de le faire. Mais je pense pas que ce soit une volonté néfaste, je pense juste que c'est compliqué et c'est pas forcément clair de savoir par où on commence. Le second sujet, c'est sur la question de la puissance démocratique du Parlement européen qui a ces 3 missions. En fait, on se rend compte dans les propositions de certains candidats, notamment de Raphaël Glucksmann, mais aussi du président Macron et aussi la LFI, et c'est tout, je crois. De mémoire, il y en a peut-être d'autres. Il y a cette volonté de donner au Parlement européen justement ce droit d'initiative, c'est-à-dire cette possibilité pour les eurodéputés de venir eux-mêmes avec leurs propositions de loi, comme peuvent le faire les députés en France, plutôt que d'attendre la Commission. Ce que font aujourd'hui les députés européens, c'est qu'ils peuvent encourager la Commission, par des biais plus ou moins officiels, de produire un texte de loi qui sera ensuite débattu de manière séparée par les États membres au Conseil européen, puis en même temps ou en parallèle par les députés européens au Parlement européen. Mais donc, on est quand même dépendant de la volonté de rédaction de la Commission, c'est ce qu'il souhaite changer. Le deuxième sujet qui me semble très important d'un point de vue démocratique et qui vient renforcer la capacité démocratique de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle le droit de veto. Ça concerne moins, et ça ouvre peut-être un nouveau champ, ça concerne moins le Parlement européen et c'est vraiment le Conseil européen, c'est-à-dire les États membres, où aujourd'hui, sur les questions de politique internationale et sur les questions fiscales, il est impératif que les 27 chefs d'État et présidentes soient d'accord. Si un dit non... Parce que ça touche à la souveraineté des États. Oui, mais en réalité, il y a plein de sujets qui touchent à la souveraineté des États et il y a ce qu'on appelle non pas un droit de veto, mais une majorité qualifiée où il faut, alors ce sont des règles assez particulières, mais c'est un minimum de 4 pays membres qui doivent être contre et c'est 4 minimums qui représentent un certain pourcentage de la population, mais maintenant ça m'échappe tout à coup. En fait, il y a 2 critères de majorité qualifiée. Oui, c'est 65%. C'est 55% des États membres représentant au moins 65% de la population. Ah oui, c'est ça. Il y a un critère démographique. Et pourtant, Dieu sait combien de fois je l'ai écrit dans des papiers, mais j'oublie encore. Et donc, la volonté, c'est de faire sauter ce verrou du vote, du blocage du droit de veto, merci, pour les questions internationales, pour les questions fiscales, pour aller plus loin sur les questions de fiscalité, pour aller plus loin dans une parole très claire de la part de l'Union européenne sur les questions internationales. Et ça, je pense que ça va dans le sens d'une plus grande démocratie européenne. Il y a Volka Schulz, salut Volka, qui nous a rejoint, qui pose une question, qui pose pas une question, qui dit, qui lâche dans le chat, qui dit le fonctionnement de la Commission, c'est un scandale démocratique. Est-ce que le fonctionnement de la Commission européenne, c'est un scandale démocratique, Audrey ? Pourquoi est-ce qu'il trouve que c'est un scandale démocratique ? Volka, pourquoi tu trouves que c'est un scandale démocratique ? Elle ne précise pas. Parce qu'elle n'est pas élue, c'est peut-être ça, parce que souvent c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
l'actuelle présidente de la Commission, elle a été désignée par les chefs d'État et de gouvernement. Elle devait forcément faire partie du groupe politique qui était le plus influent au Parlement, donc en l'occurrence c'est le PPE. Donc elle a été désignée dans ce groupe politique. Ensuite, elle a été désignée par les chefs d'État et de gouvernement. Et ensuite, elle a été validée, comme on l'a expliqué tout à l'heure, par le Parlement européen, qui aurait pu retoquer sa candidature. Donc en fait, elle a été désignée par des chefs d'État et de gouvernement qui ont été élus dans leur pays, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui a été élu au suffrage universel direct. Et ensuite, elle est validée par les eurodéputés qui ont été élus au suffrage universel direct. précise sa question, elle dit bah oui, mais elle n'est pas élue et en plus elle choisit seule l'agenda. Pardon André, si je peux, effectivement tu utilises le mot valider, plus précisément en fait elle est investie, c'est-à-dire qu'il y a un vote d'investiture du Parlement européen pour élire Madame von der Leyen. Donc si, elle a été élue en fait. Alors effectivement ça se sait pas peut-être suffisamment, oui. Mais elle a été élue. En fait on peut se dire que c'est suffrage universel indirect. Non. Bah, c'est pas les citoyens qui ont... Ça, je peux comprendre, qu'ils n'ont pas mis un bulletin Ursula von der Leyen dans... Mais par contre, ça fait l'objet d'une élection, en fait, par le Parlement européen, donc par les représentants du peuple élus directement au suffrage universel direct, pour le coup. Kyle, moi je ne sais pas répondre à Kyle, mais vous savez certainement, qui demande, est-ce qu'il y a des exemples de textes qui ont été bloqués par la Commission ? Alors, en fait, la manière dont la Commission pourrait bloquer un texte, c'est juste de ne rien proposer pour commencer. Donc c'est une situation qui ne peut pas exister, c'est ce que tu veux dire ? Alors, si on ne sait pas répondre à Kyle, on ne répond pas à Kyle. C'est juste que la Commission n'a pas entamé le processus de réflexion autour d'un sujet. À partir du moment où la Commission propose un texte de loi, déjà, ou un règlement ou une directive, on part du principe que c'est, à quelques exceptions près, ce que souhaite la Commission, ce que la Commission pense être une bonne chose. Ensuite arrivent les débats au Conseil européen et au Parlement européen où on amende les textes Conseil de l'Union. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Au Conseil de l'Union européenne, excuse-moi, et au Parlement européen, où là on rentre... les deux. En même temps, ils appellent tout conseil, donc bon... Oui, mais d'ailleurs, peut-être un petit point, du coup, le Conseil européen est la rencontre des chefs d'État. Le Conseil de l'Union européenne est la rencontre des ministres concernés par des textes de loi spécifiques. Le Conseil de l'Europe n'a rien à voir. C'est une autre institution qui est à Strasbourg. Mais donc les trois s'appellent Conseil, mais aucune des trois ne fait vraiment la même chose. Mais donc pour revenir à la question, je ne pense pas que la Commission puisse bloquer un texte qu'elle a elle-même créé, ou alors ça n'aurait aucun sens. Tu as répondu à Kyle. Je vais revenir après à vos questions dans le chat, elles sont assez nombreuses. Dans les autres régions européennes, avec peut-être à l'ouest les fondateurs, à l'est les Scandinaves, gros bloc des années 90-2000, ce sont quoi les priorités ? Ce sont des priorités qui sont différentes, il y a des attentes différentes si on considère cette élection. C'est une question pour toi, Thierry, je crois. Ouais, je veux bien essayer d'en dire un mot. Au moins d'en dresser les contours. Ouais. Alors effectivement, il y a des grands... Chez nous, par exemple, les enjeux paraissent un peu très nationaux. Ouais. Ils le sont toujours plus ou moins, parce que les élections européennes, c'est quand même encore aujourd'hui 27 élections nationales. Et donc, effectivement, il y a une forme de nationalisation du scrutin, même si, encore une fois... je pense qu'il y a de plus en plus de thèmes européens qui sont abordés pour faire écho à ce qu'on disait tous les trois tout à l'heure. Sur les thèmes en fait prioritaires, c'est vrai qu'il y a parfois des tropismes nationaux ou même régionaux en Europe. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme région avant que tu dessines ces contours-là ? C'est quoi les régions de l'Europe si on veut regrouper les pays par groupe ? En gros. Ou ma question, elle est vraiment... Non, c'est une vraie question, mais l'opinion en fait est structurée à la fois en fait nationalement, elle est structurée aussi selon des... Pardon, je jargonne un petit peu, mais des segmentations sociologiques en fonction des catégories socio-professionnelles. Alors, on est avec des spectateurs qui viennent chercher l'actualité, tu peux jargonner pour non, que tu pas expliques trop, un peu. J'aime pas ça. mais en tout cas, très clairement, il y a des priorités qu'on voit se dessiner en fonction des grandes européennes. Alors, je prends un premier exemple. Sur la question climatique, c'est une priorité qu'on voit plutôt dans les pays du nord de l'Europe. Très, très clairement. Sur la question de l'immigration, j'ai regardé ça il n'y a pas très longtemps, je fais un peu de pub, on avait fait une étude avec Bruno Cotresse sur les opinions publiques européennes. Ce thème de l'immigration, on le voit assez fortement en Allemagne, on le voit assez fortement aux Pays-Bas,
on le voit assez fortement en Italie. Donc là, c'est pas forcément la région européenne, puisqu'il y a à la fois le Nord-Ouest et puis l'Europe méridionale, sur les questions relatives aux enjeux économiques et sociaux. Là, c'est plutôt les pays effectivement du Sud. La France, c'est pas du tout, est assez fortement impactée aussi par ça. Voilà, sur la question ukrainienne, on en parlait tout à l'heure. Très clairement, les pays baltes, ce sont les pays en fait où l'intérêt il est le plus marqué, il est le plus fort. Donc voilà, je pense que c'est une manière de répondre à la question, mais au-delà, encore une fois, de ce qu'on peut appeler l'effet pays, en fait, l'effet de l'appartenance nationale à tel ou tel pays membre, qui peut impacter telle ou telle priorité dans l'opinion publique. Il y a aussi évidemment un aspect sociologique en fait qui joue. Et dans cet aspect sociologique, il n'y a pas que la catégorie socio-professionnelle. Le marqueur le plus important, ce qui a le plus d'impact, c'est l'effet diplôme. C'est l'âge en fait de sortie des études et ça impacte en fait très clairement le regard que vous pouvez avoir sur telle ou telle priorité thématique. Je donne un exemple là aussi sur la question climatique. Est-ce que le regard en fait d'un jeune urbain diplômé est le même sur cette question-là, dont les parents par ailleurs font partie de catégories socio-professionnelles élevées, par rapport à un jeune rural sorti, sans caricaturer, mais du système scolaire plutôt, et dont les parents sont dans des catégories socio-professionnelles moins favorisées. Clairement, bien sûr que les effets ne sont pas les mêmes, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc il y a ça, il y a un effet pays, il y a un effet sociologique, et puis il y a aussi quelque chose qui peut être intéressant, je pense à noter, et ça c'est notamment intéressant pour notre pays, ce qui explique aussi parfois le rapport compliqué qu'on a à l'Europe, c'est que dans les opinions en fait, publiques qui sont favorables ou plus ou moins défavorables vis-à-vis de l'Union européenne, vous avez un double facteur en fait, qui joue très fortement, l'optimisme ou le pessimisme en matière économique, et deuxièmement le degré de confiance politique vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de vos responsables politiques, etc. Qui sont probablement des pessimismes et des optimismes assez corrélés, non ? Oui, effectivement. Intuitivement. Mais vous pouvez avoir des pays en fait qui vont bien économiquement, et vous pouvez avoir des formes de pessimisme aussi, enfin de défiance en fait politique qui peuvent s'exprimer, et qui peuvent favoriser d'ailleurs la montée de l'extrême droite. Je sais pas, les Pays-Bas, par exemple. Inversement, vous pouvez avoir des pays en fait qui vont bien économiquement et où le degré de confiance en fait est très important, les pays du Nord. Vous pouvez avoir des pays en fait qui cumulent les handicaps, c'est-à-dire un pessimisme économique en fait très fort et en même temps une défiance politique extrêmement forte. Et ça, c'est le cas de la France. Et on sait que vraiment ces facteurs-là ont un impact sur la manière dont vous percevez, dont vous êtes favorable ou défavorable en fait vis-à-vis de l'Union européenne. Audrey ? Non, mais je plus sois, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment catégorisé de cette manière. Non, vraiment. Théo, rien de plus ? On a l'extrême droite qui monte un peu partout en Europe. Elle monte pour les mêmes raisons partout en Europe, ou ce sont des leviers qui sont différents de part et d'autre de l'espace européen ? Je ne veux pas du tout monopoliser la parole. Non, monsieur qui veut, mais je peux en dire un mot. On a encore 20 minutes ensemble. Okay, chacun aura le temps de prendre la parole. Je ne parle plus dans le quart d'heure qui suit, en fait, c'est promis. Et bien au contraire. Thierry Chopin. En fait, on sait classiquement qu'il y a trois facteurs en fait, qui expliquent la montée des populismes de manière générale, et notamment des populismes à droite de l'échiquier politique. Alors je disais l'extrême droite parce que c'est surtout l'extrême droite, il me semble. Oui, clairement. L'extrême gauche, en fait, devrait stagner, voire peut-être légèrement augmenter. Mais effectivement, c'est surtout la droite conservatrice et radicale, type Mélanie, et l'extrême droite, type Rassemblement National ou AfD en Allemagne, qui va monter. C'est tout à fait juste. Donc il y a classiquement trois facteurs, mais qu'on retrouve pas forcément dans tous les États membres. Donc vous avez un facteur, effectivement, socio-économique. La peur du déclassement, le sentiment d'appauvrissement, le sentiment de perte d'influence en fait sur le choix qu'on pourrait faire face aux défis auxquels on est confronté.
Vous avez un facteur politique, c'est la confiance ou la défiance. Si vous êtes défiant, il y a plus de chances en fait que vous donniez votre voix à des partis anti-système, en fait, anti-establishment, que vous vouliez renverser la table. Et puis il y a un facteur identitaire en fait, culturel. L'électorat, la partie de l'électorat en fait qui craint pour le changement de son changement de vie finalement, son mode de vie, a plutôt aussi tendance à voter pour ces forces politiques-là. Après, la question, c'est de savoir effectivement quel est le facteur qui caractérise tel ou tel pays. Typiquement, sur la question culturelle et identitaire, on retrouve ça assez fortement aux Pays-Bas, alors que la question socio-économique, finalement, se pose pas tellement. Si vous êtes dans les pays du nord de l'Europe, c'est plutôt... Dominique Régnier avait une belle expression, en tout cas très suggestive pour expliquer ça. Il avait parlé d'un populisme patrimonial, c'est-à-dire la crainte en fait de perdre pas tellement son patrimoine matériel, économique, mais son patrimoine immatériel. La question des valeurs, la question du mode de vie, encore une fois. En Europe centrale et orientale, il y a une panique démographique. Sont des pays en fait où il y a une diminution de la démographie, de la population. C'est le cas notamment en Hongrie. C'est le cas en Hongrie, c'est le cas en Bulgarie, en fait très fortement également. Et puis vous avez des pays en fait qui cumulent les handicaps à nouveau. Et la France en fait présente cette singularité de faire converger les trois facteurs. C'est le pessimisme socio-économique d'un côté et la crainte de déclassement que j'évoquais tout à l'heure, l'appauvrissement même, d'un côté, la défiance politique, et par ailleurs, il y a quand même une crise identitaire aussi dans ce pays, en fait. Qu'on s'en réjouisse ou que ça nous déplaise, c'est difficile à contester. Dans le chat, mais souvent, en fait, dès qu'on parle d'Europe et d'élections européennes et de tout ce qui est lié, il y a le poids des lobbies qui revient, avec l'absence de transparence des eurodéputés qui seraient achetés. Est-ce que cette question des lobbies, c'est une question qui est fantasmée et peut-être un peu trop passionnée, ou est-ce que les gens ont raison, ceux qui nous regardent en tout cas, ceux qui posent ces questions, ont peut-être raison d'être, égratignés par cette pensée du lobby qui serait très, très puissant à Bruxelles et à Strasbourg? Oui, je pense que c'est une question fondamentale. Je pense que le Parlement européen, mais comme d'ailleurs beaucoup de parlements nationaux, ne brille pas forcément par ses manières de faire, même si les choses s'améliorent. C'est un effort de transparence qui est fait tout de même par les institutions. Il y a un effort de transparence qui est certainement fait par certaines institutions. Il y a encore de grands manquements. Je pense par exemple à tout l'épisode des trilogues. Alors c'est du jargon, donc juste pour vous explique remettre ce que sont les trilogues, qui sont des discussions dont on n'a pas connaissance. C'est ça. Donc on dit que la commission, donc comme on l'a dit, la commission présente une directive ou un règlement. C'est pris par le Conseil de l'UE et par le Parlement européen pour une première négociation en parallèle, où ils revoient et amendent le texte comme il leur semble bon, dans l'espoir d'avoir une majorité, évidemment, à l'issue de ces négociations. Et ensuite, se retrouvent dans une même pièce le Conseil de l'UE, enfin des représentants du Conseil de l'UE, des représentants du Parlement européen, donc le rapporteur relié à un texte de loi et puis certains rapporteurs fictifs, c'est-à-dire des rapporteurs d'autres groupes parlementaires qui soutiennent le travail de négociation, on va dire, et puis la Commission, mais qui est plus là en arbitre. En arbitre, ouais, en honest broker, comme on dirait en anglais. Et ces négociations de trilogue, il n'y a aucune transparence, mais aucune. Ça n'est pas transcrit, on n'y a pas accès. Il n'y a rien, on ne sait même pas à quelle heure ont lieu les réunions, on ne sait pas dans quelle salle, on ne sait pas qui va y être, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'ordre du jour. Donc ça, et dans ces négociations, en fait, c'est là où en fait, le Parlement européen et le Conseil de l'UE confrontent leurs deux textes et se disent, bon, maintenant, il faut qu'on trouve quelque chose sur lequel on peut tous les deux se mettre d'accord. Donc il peut y avoir des changements d'ordre politique très importants. Et donc du coup, c'est tout ça pour dire que la transparence parfaite, on n'y est pas encore. En revanche, et ça c'est le point plus positif, en décembre 2022, on a peut-être pas tous, mais il y a eu un scandale qui est le scandale du Qatargate, où on a réalisé qu'il y avait eu un lobby extrêmement puissant de la part du Qatar qui aurait réellement impacté l'intégrité de nombreux députés européens. Suite à ça, la présidente la présidente Roberta Metsola du Parlement européen a fait des pistes de propositions, 14 pistes de réformes pour améliorer la transparence. Donc, quelques exemples. En gros, il y a par exemple une période de réflexion, entre guillemets, une période de réflexion de 6 mois pour les eurodéputés sortants qui n'ont pas été réélus. Il faut qu'ils attendent 6 mois après la fin d'un mandat avant de pouvoir occuper une activité parlementaire, une activité de lobby au sein du Parlement européen.
Il y a aussi l'obligation maintenant pour tous les eurodéputés de déclarer toute activité rémunérée de plus de 5 000 € par an, puisque les députés européens ont le droit de travailler sur le côté. Et en plus de ça, a été créé un organe d'éthique qui a comme vocation de définir des nouveaux standards éthiques minimums pour toutes les institutions de l'UE. Donc il y a une volonté certaine de réforme, avec de grandes limites. Pas de pouvoir de sanction de l'organe d'éthique, pas de pouvoir d'enquête, et ça n'a pas été reconnu par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État, qui de toute vraisemblance ne vont pas suivre à l'avenir ces préconisations. Mais il y a quand même une volonté et une amélioration de la transparence au quotidien dans le travail des eurodéputés. On peut noter que les États comme la France notamment ont attendu un certain temps avant de monter des choses comme la Haute Autorité pour la transparence, où il faut aussi considérer ce temps-là. Oui, mais l'Europe n'est pas plus à la traîne en fait que oui, et la HATPV maintenant membres. fait figure d'exemple dans ce vers quoi on pourrait tendre au niveau européen et dans d'autres pays membres aussi. Et puis pour en revenir au lobby, quand c'est bien fait, c'est important pour les eurodéputés. Je discutais avec une eurodéputée qui travaille sur la question des océans et de la mer. Et elle me disait, en fait, un lobby, ça peut aussi être une association de l'environnement, ça peut aussi être une association de pêcheurs. Et moi, j'ai besoin, je connais pas tout, alors elle est un peu spécialiste de son domaine, mais il y a plein de domaines sur lesquels, dans la pêche, c'est quand même hyper vaste, ou même dans l'industrie navale. Et elle me disait, moi j'ai besoin d'avoir tous les sons de cloche pour me faire mon avis, et quand c'est bien fait et quand ça s'échange pas en échange de d'argent ou quoi, c'est très important pour les eurodéputés parce qu'en fait même si on leur donne des amendements tout faits, ils peuvent s'en inspirer ou ils peuvent aussi saisir des problématiques auxquelles ils n'auraient pas pensé. Donc c'est quand même un travail qui est très, très important de confronter finalement les différents avis, et c'est quand on travaille sur un texte sur la mer, c'est bien d'avoir les associations environnementales mais aussi les pêcheurs, savoir si ça va impacter leur travail, leur économie, et après de se faire un avis et de proposer des amendements. Donc quand c'est bien fait, le lobbying, ça ne doit pas faire peur, c'est très important pour les eurodéputés. Ce que je trouve vraiment intéressant dans la discussion, c'est qu'à différents moments, en fait, on a mis en évidence des éléments grâce aux questions en fait, des auditeurs qui pointent des questions avec lesquelles les Français en fait, ont un problème. Et ce qui permet d'ailleurs de mettre en évidence des éléments, je trouve, de culture politique en fait très forts, qui à nouveau nous mettent peut-être en porte-à-faux par rapport à la réalité de l'Union européenne. On parlait tout à l'heure de la culture unitaire finalement sur le plan politique et la prépondérance de l'exécutif par rapport finalement au pluralisme institutionnel, au rôle des parlements. Qui n'est pas vécu de la même manière ailleurs. Exactement, qui n'est pas vécu de la même manière ailleurs. On a évoqué tout à l'heure avec les exemples pris par Théo sur l'importance de la culture du consensus et du compromis négocié, qui est juste un élément clé en fait de la politique européenne et qui est là aussi complètement orthogonal en fait avec notre culture de la décision, notre conception de la décision. Et je trouve que c'est un peu la même chose en fait avec la question du lobbying en fait des groupes d'intérêt. D'ailleurs, c'est vrai quand on pense lobby en France, d'abord c'est un gros mot. C'est en un fait. gros mot, lobby. C'est connoté très négativement. Il y a l'idée de l'argent, du secret, de l'argent, de l'intention maligne. Oui, c'est ça. Et là aussi, c'est pas abordé alors forcément. Qui représentent des gens, ces gens-là. Oui, bien sûr. Ce sont en des fait, groupements on d'intérêt. dit lobby, mais souvent c'est représentant d'intérêt. Peut-être que le mot est un petit peu plus précis. Ça permet aussi de voir que chacun arrive pour défendre un peu sa chapelle, et puis ensuite, il faut se faire une idée. Puis effectivement, les groupes d'intérêt représentent à la fois des intérêts d'entreprises, des fédérations professionnelles, représentent aussi des associations citoyennes. Greenpeace, par exemple, en matière environnementale, est un groupe d'intérêt. Les églises font partie aussi en fait des groupes d'intérêt, etc. Mais ce que je trouve aussi évidemment intéressant de ce point de vue-là dans la discussion, c'est que je pense qu'on est très mal à l'aise, nous Français, en fait, avec cette question du lobbying, de la défense des intérêts particuliers, certes qui doivent être encadrés, c'est évident, il faut que ça soit régulé, mais on est très mal à l'aise avec ça parce qu'aussi c'est lié effectivement alors au jeu d'influence, c'est lié au fait que l'Union européenne, là aussi qu'on se réjouisse ou que ça nous déplaise, en fait c'est un marché. Et donc c'est un espace de jeu incroyable évidemment pour les groupes d'intérêt, puisque par définition un marché c'est l'expression en fait d'intérêts particuliers. Or pour nous avons été biberonnés, nous avons été éduqués en fait à l'importance de l'intérêt général. Et l'État doit incarner l'intérêt général, et tout ce qui est intérêt particulier, défense des intérêts particuliers, là aussi c'est quelque chose qui se porte très mal en fait, je trouve, dans notre pays. Et donc là encore, ça nous met mal à l'aise, je pense, et en porte-à-faux avec la manière dont les choses en fait se déroulent au niveau européen. C'est vrai. Et juste pour compléter, c'est évident que le lobby est avant tout un représentant d'intérêt.
Et la question des moyens se pose de manière réelle. Et ça, je l'ai beaucoup vu pour avoir suivi de très près certains sujets européens, typiquement la directive sur les travailleurs des plateformes, où je peux vous assurer que les représentants d'intérêts de chauffeurs n'ont pas du tout les mêmes moyens et la même force de frappe que les intérêts d'Uber ou de Deliveroo, pour ne pas les nommer. Et en ce sens, tous les deux sont considérés de manière égale comme des lobbies. Or, leur capacité d'influence n'est pas du tout la même. Et en fait, je te coupe la parole pour te la rendre immédiatement après. Il y a Petit Tofu, salut Petit Tofu, qui nous dit les lobbies les plus puissants sont les plus riches. Tu allais y venir, il me semble. Complètement. Et en fait, ce sont les lobbies. Il faut se retirer de l'esprit que les lobbies sont. Je que tu me dises l'inverse, ça aurait été plus. Ouais, que les lobbies des océans étaient. Mais non. Enfin, je n'ai jamais travaillé sur les questions de l'océan, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, sur certains sujets sur lesquels j'ai pu travailler, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on imagine parfois les lobbies comme étant des personnes en superbe costard avec des lunettes noires qui arrivent avec des mallettes noires. C'est pas du tout ce qui se passe, mais c'est un lobby qui est extrêmement subtil, à coups de textos, à coups de mails, de choses qu'on ne peut pas forcément percevoir et qu'il est compliqué de réglementer. Et c'est ce lobby-là qui, je crois, trahit un déséquilibre total dans les moyens qui sont donnés à des grosses entreprises, souvent des multinationales, et à des entreprises ou des organisations, ou des ONG ou des regroupements d'intérêts plus petits qui n'ont pas forcément cette force de frappe. Donc, qu'il y ait des représentants d'intérêt pour influencer, je trouve ça extrêmement bien. Et comme tu le précisais avec l'eurodéputé que tu as rencontré, ça permet d'avoir tous les sons de cloche, c'est crucial. Mais l'arrivée de ces sons de cloche peut être particulièrement déséquilibrée. Cette culture du consensus, c'est formidable le consensus. Enfin, si on arrive à mettre tout le monde d'accord, je veux dire, le travail est chouette. Elle se met cependant très très mal en scène. C'est un temps qui est très long, le consensus. Est-ce que ce désintérêt relatif pour les élections européennes ne souffre pas en fait de ça, de cette absence de possibilité de mettre en scène le consensus de manière un peu sexy, si je puis dire, en étant un peu trivial ? Moi, je suis un peu d'accord là-dessus parce que c'est vrai qu'en France, on a envie que ça aille très vite. Souvent, on a un texte de loi qui arrive après un fait d'actu. Je dis pas que c'est bien non plus, parce que des fois, il faudrait prendre un petit peu le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre et peut-être de nuancer un peu les choses. Mais c'est vrai qu'en France, on aime bien que ça aille vite et souvent, on réagit un peu à l'actualité en faisant la législation. Au niveau européen, c'est beaucoup plus long. C'est un temps. Il y a des textes qui sont allés plus vite, mais en général, ça prend à peu près 2 ans pour qu'il y ait 2 ans et demi pour qu'il y ait un texte qui sortent. Et c'est vrai qu'entre le moment où on en fait l'annonce, voilà, il va y avoir un texte sur ça, il y a cette proposition, et le moment où c'est définitivement voté, il y a eu des négociations, il y a eu peut-être des pas en arrière ou des pas en avant, des gens ont dû mettre de l'eau dans leur vin pour essayer de concilier un peu tout le monde. Donc non seulement ça a pris du temps, mais des fois c'est peut-être moins ambitieux que certains l'auraient voulu. Et donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué d'en faire la promotion. En tout cas, entre le moment où on annonce un texte et le moment où il entre vraiment, où il est vraiment voté, oui, ça prend du temps et on a peut-être un peu oublié. Moi, je pense que c'est possible, en fait, d'en faire la promotion si, en fait, on ne s'attache pas uniquement à un décryptage institutionnel, en fait, qui est vraiment pénible, qui va être ennuyeux, mais si on a la capacité médiatique de rendre compte des rapports de force politiques qui sont à l'œuvre non seulement entre des groupes politiques en fait qui incarnent des positions idéologiques différentes, parfois très tranchées. Si on est capable de mettre en évidence et en lumière les rapports de force politiques entre les États, ça peut intéresser, ça peut susciter, moi, me semble-t-il, de l'intérêt. Et c'est pas parce qu'une décision est très longue à prendre et fastidieuse et pénible que pour autant ça peut désintéresser les gens. Regardez la manière dont fonctionne le Congrès en fait aux États-Unis. C'est très compliqué de se mettre d'accord au Congrès américain. Pourtant, il y a eu House of Cards. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant. Donc, on doit être capable en fait de faire ça. Je pense que l'un des obstacles, et là aussi c'est variable en fait selon les États membres, c'est la capacité à mobiliser en fait des ressources humaines, des ressources financières pour assurer en fait ce suivi médiatique, ce portage médiatique des rapports de force, des rapports de pouvoir. C'est de ça dont il s'agit. Et pour le coup, l'Union européenne n'est pas imperméable aux rapports de pouvoir. C'est un lieu d'expression très fort de ces relations de pouvoir, de ces jeux d'influence, et je ne pense pas que ça soit moins intéressant au niveau européen qu'ailleurs. France Jacquesman au centre.
Non, mais je suis totalement d'accord. Après, c'est vrai que notre manière de traiter l'information médiatique, et j'en fais partie, hein, souvent on parle du début, mais c'est pareil quand on parle d'un procès, et puis ensuite on parle du verdict. Et c'est vrai qu'on pourrait s'y intéresser entre-temps, mais c'est malheureusement pas la manière dont on fonctionne. Et je pense, pardon, juste pour rebondir brièvement, ça revient à cette idée qu'on ne sait pas forcément, dans les médias peut-être plus français, on ne sait pas forcément comprendre la réalité politique du consensus. Et en fait, les discussions énormes qui ont lieu entre députés d'un même groupe parlementaire, entre eurodéputés de différents groupes parlementaires, pour arriver à un consensus qui réponde à une urgence européenne, c'est-à-dire tu as dit 465 millions de personnes, je veux dire, que ça prenne du temps et que ce soit parfois complexe et que ça rentre parfois dans la technique, a tendance à me rassurer. Après, la manière dont on va parler de l'aboutissement des textes de loi, on arrive à le faire. On l'a beaucoup vu avec le Green Deal, avec les problématiques que ça a pu créer. On l'a vu avec le pacte asile et migration, même si qu'on soit d'accord ou pas. Mais il y a quand même cette capacité à parler du résultat politique. Et puis, je ne sais pas qui vous pose la question, mais aller suivre un débat à l'Assemblée nationale à 2h du matin en hémicycle, c'est soporifique. Il y a des gens très inquiets dans le chat. Je n'ai pas posé des questions tout de suite parce que ça sort un petit peu du thème, mais c'est quand même un petit peu lié, qui s'inquiètent de l'avenir d'Ursula von der Leyen. Que va devenir cette dame? Est-ce qu'elle va rester? Et si elle ne reste pas, qui va lui succéder? Nous sommes un peu Madame Irma, nous sortons notre boule de cristal. Je peux faire un petit point pédagogique. Donc, Ursula von der Leyen était la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen a eu un parcours en 2019 assez intéressant, puisqu'elle n'était pas pressentie pour devenir présidente de la Commission européenne. Elle a été imposée en partie par Emmanuel Macron, puisque le candidat désigné par le PPE, la droite modérée traditionnelle, si je puis dire, au Parlement européen, avait proposé un autre Allemand, Manfred Weber, qui n'avait pas fait l'unanimité au sein des chefs d'État. Et donc Ursula von der Leyen est arrivée plus ou moins de nulle part. C'était l'ancienne ministre allemande de la Défense. Et elle a été investie ensuite par le Parlement européen à 9 voix près. 5 ans plus tard, elle tente de repartir pour un second quinquennat. Je ne sais pas si on peut parler de quinquennat. Non, oui. 5 ans, c'est un quinquennat. Elle est la candidate pour cette fois-ci officielle du PPE, mais en fait, elle fait face à une situation particulière où elle doit répondre à des attentes de la part de son groupe de droite traditionnel, qui a fait du pacte vert le pire des ennemis. Après que ce soit elle qui, en 2019, à un moment où la question écologique avait le vent en poupe, a porté ce sujet à bras-le-corps et a présenté ce pacte vert européen qui est extrêmement ambitieux par son ampleur, par les sujets et les industries qu'elle couvre. Et donc la question est de savoir si elle va être réélue. On ne sait pas ce qu'il en est de son plutôt de ce qui pourrait se passer au Parlement européen, puisqu'elle a énormément clivé jusqu'à son propre camp. Et la question est donc de savoir, va-t-elle être réélue? C'est probable, mais c'est pas donné. Avec quel nombre de votes? On ne le sait pas. Et surtout, si ce n'est pas elle, alors qui? Il est 19h59, passé de 25 secondes maintenant. Thierry Chopin, le mot de la fin. C'est une patate chaude que je refile à mes invités pour les surprendre au moment où le stream se termine. Allez voter dimanche. C'est un très joli mot de la fin. Audrey, le mot de la fin. Peut-être pour compléter, garder en tête qu'une liste, pour qu'elle passe, pour qu'elle ne soit pas éliminée, il faut qu'elle fasse 5%. Donc ça, c'est une particularité française. Voilà, il faut le garder en tête. Théo, le mot de la fin. Tu peux réfléchir 10 secondes. Sur Twitch, le blanc, c'est pas très grave. Non, bien sûr, allez voter, ça c'est impératif. Votez pour qui ne faites pas de vote stratégique. Votez vraiment pour qui vous croyez bon. Et ça, c'est la beauté de la proportionnelle, c'est que vous n'avez pas à anticiper le deuxième tour, ce qui pourrait potentiellement arriver. Votez avec votre cœur. Voilà. C'est aussi magnifique qu'une parole d'évangile un peu de prêtre en chair. Dont je m'inspire. Il est 20h pile, passé de 20 secondes. Merci Théo, merci Audrey, merci Thierry. Merci de nous avoir fait l'amitié de vos réponses, de vos lumières européennes. Merci à vous aussi dans le chat, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre avec plein d'encouragements. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc ma petite âme sensible vous remercie. Merci pour vos coups de gueule, merci pour vos sympathies. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch en replay.
replay. Il est aussi disponible sur la page de l'émission sur franceinfo.fr, c'est le site de France Info, vous le connaissez. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion, rendez-vous sur Discord. Jules va mettre le lien dans le chat ou l'a peut-être même déjà mis. Pour ceux qui préfèrent le son sans l'image, puisque à la Maison de la Radio, on aime bien encore faire du son, vous retrouverez le podcast sur la plateforme de Radio France. Du côté des merci aussi bien sûr à ma droite à Cyril à la Réal. Merci en haut au 4e étage, à l'étage de France Info, à Steph Berlu au visuel. Merci à Jérémy à la modée, Jérémy qui vous lit et qui vous répond dans le chat. Merci aussi à notre grand architecte de la programmation, le maître des horloges. Merci à Mathis à la programmation, Mathis qui est dans le studio justement et qui sait, je crois, déjà un peu ce qu'on va faire la semaine prochaine. Salut Mathis, comment ça va ? Bon, c'est pas vrai, on a passé la journée avec Mathis, on s'est déjà exactement. Bah, salut Ludo quand même. On se retrouve la semaine prochaine, le prochain stream sera mercredi de midi à 14h. On est en train de construire un petit peu les 2 émissions de la semaine prochaine. Mais je peux déjà vous dire que mercredi prochain à midi, on parlera de Drag Race France, de ce phénomène-là. Et je peux déjà vous dire que nous avec des stars. Exactement, des stars. Et normalement, nous aurons différentes candidates de Drag Race de cette saison qui seront sur notre plateau à la Maison de la Radio. Donc rendez-vous mercredi à midi. Merci Mathis, programmateur du stream. 20h01, 57 secondes. Allez, on se tire. On se retrouve donc mercredi midi prochain. Pas vraiment de bonne heure, bien sûr, mais de bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une chouette fin de journée, de soirée, une chouette fin de semaine, un bon week-end. Et puis salut.